Blackout au 25e. Tout se passait bien, je fais un très beau départ, la course se déroulait super bien. Je vois mes parents en assistance à Corlier et je dis ça va pas du tout. Le corps là a clairement dit stop. Énorme douleur à la hanche. C'était compliqué de mettre un pied devant l'autre. Où je me suis retrouvé à cramper dans les quadrilles au 25e, truc qui m'est jamais arrivé. Bon, bien sûr, j'ai poussé. Je suis arrivé en haut, je marchais à plat et c'est les bâtons qui me tenaient debout. Allez, rendez-vous avec Mathieu Ogier, c'est un fort caractère, hein, Mathieu. Il est reconnu pour ça, c'est un rustre, comme il dit, un sanglier. Et pourtant, j'ai passé un moment absolument divin chez lui, dans sa région, en dessous du plateau du Rotor. On est allé cavaler dans la neige, c'était vraiment super. Franchement, la conversation qu'on a eue, elle est pleine de délicatesse, même si lui, c'est un rustre. Donc vous allez voir justement l'impact des sens sur la performance, d'autant plus qu'il gagne la trace des maquisards en 2023, donc c'est quand même pas rien, à côté de Casquette Verte. Et voilà, en plus, une grosse sensibilité de Mathieu. Pourquoi? Parce qu'en plus, il a une maladie auto-immune qui va vous partager. Je vous cache un petit peu ce syndrome, c'est un truc pas agréable, pas cool. Qui lui a fait manquer beaucoup de courses, beaucoup d'événements dans sa vie. Il revient à chaque fois plus fort. C'est quelqu'un qui a vraiment grande résilience. Justement, on aborde tout ça. On parle de sensibilité, de résilience, quelque chose que j'adore fondamentalement, moi, dans la pratique de notre sport et que je partage dans mes masterclass, un objectif finisher. J'espère que vous allez savourer ce moment-là. N'hésitez pas à me partager, commenter. Vraiment. Mathieu, moi, a besoin de tout votre soutien. Moi, je vous dis à très bientôt et tout de suite, belle conversation. Feu Comédie, c'est parti. Donc, merci Mathieu de m'accueillir chez toi. On est presque voisins tous les deux. On est ici au Poisa, bas du massif du Jura. Principauté du Haut-Bugey, le plus beau village du coin. Du coin. Alors toi, c'est le plus beau village du coin. Et en face, il y a Giron, où c'est le village le plus ensoleillé de France. C'est ouais, souvent, comme on dit aux Gironnais, ils ont beaucoup de chance parce que le soir, ils regardent par la fenêtre, ils ont la vue sur le Poisa, donc on les taquine un petit peu. Ouais. Je ne m'attendais pas à cette chute-là, mais ouais, alors là, je me filme, on est à l'intérieur, on est chez toi, mais quand on regarde dehors, juste à côté de cette fenêtre-là, ouais, la plus belle vue du monde. On est pas mal, hein. Ouais. T'es pas malheureux, ouais. Non. Et pourtant, ta vie n'est pas que un long fleuve tranquille. Non, toujours des hauts, des bas, toujours un peu sur le qui-vive, quoi. Sur le qui-vive, c'est-à-dire, c'est quoi le qui-vive? C'est toujours, moi je vis toujours à 200 à l'heure, il faut que ça brasse, quoi, dans ma vie, j'aime pas quand c'est trop calme, faut toujours qu'il y ait quelque chose à faire, que ça soit autant pour le côté sport que sur le côté vie en général. J'aime pas m'ennuyer, quoi. Ce qui m'amène ici, déjà, c'est que, voilà, comme tu l'as dit, ce village qui, moi, m'attire personnellement beaucoup. Parce que c'est calme. Alors tu vas me dire, tiens, moi je dis c'est calme, belle vue, beau coucher de soleil, de la neige malgré tout, parce qu'aujourd'hui on est le combien, le 20 décembre? Oui, correct. Ouais. Et on a la neige, on a de la chance, c'est de plus en plus rare, mais il y en a encore ici. Elle devrait rester jusqu'à Noël et ça fait un moment que c'est pas arrivé. Ouais. Ah ouais? Ouais, c'est les hivers de ces dernières années. Avoir de la neige à Noël, ça se fait rare. Et puis là, ils en annoncent un peu fin du week-end. Donc, on va peut-être passer un Noël avec un peu de neige. Alors, ce qui m'amène ici, c'est le voisinage. C'est le plus beau village de France. C'est que ça brasse bien ici, comme tu disais. Qu'est-ce qui m'attire aussi, qui m'a mis ici? C'est Lucien, qui te regarde le soir. Ouais, mon copain aussi, de la vallée d'en face. Ouais, il a 10 ans de moins que toi. Ouais, au moins, il est jeune, hein, Lucien. Ouais. Toi, t'es un vieux déjà, 31, c'est ça? Ouais, 31 depuis hier, ouais. Et c'est vrai que quand tu passes la trentaine, au début, tu te dis, ouais, c'est qu'un chiffre, mais ouais, ça met quand même une petite claque, pas mentalement, mais physiquement, ouais, j'ai remarqué cette année, ouais. Ah oui? Ouais. Physiquement, tu sens dans ton corps qu'il y a des trucs qui avant, je trouvais vraiment bourriné, affreux. Et c'est vrai que cette année, après, j'ai eu pas mal d'embûches aussi, mais je dis, ouais, c'est l'année post-trentaine. Tu m'as pas épargné. Ouais, les 20 ans aussi ne t'ont pas épargné pour des raisons qu'on va évoquer ensemble. D'ailleurs, si on regarde un petit peu ta trace digitale, on va voir un certain nombre de choses, d'articles te concernant. Alors, les puristes du trail verront que tu bois de la bière avec une casquette verte. D'autres verront, les locaux verront peut-être un gars de la nature qui gambade. Certains verront aussi que tu as eu la vie, t'as pas épargné, hein, donc tu as eu des soucis, tu en as encore, donc tu as une maladie qui est très rare. Pas très rare, parce que ça touche quand même 1% de la population. 1% de la population, ouais, donc c'est quand même ce syndrome. C'est quand même énorme. Aujourd'hui, sachant que la population augmentait, au début, quand j'étais touché, ça touchait 1%, on était aux alentours de 600 000 personnes en France.
Je sais qu'aujourd'hui, ça a passé le million, on est plus du côté 1,2 million quand même. Et ouais, c'est une maladie qui se répand de plus en plus. Et ouais, justement, les recherches avancent difficilement là-dessus. Ouais. Et à 1% de la population, c'est une maladie qui n'est pas encore bien connue, qui n'est pas même reconnue, qui n'est pas bien traitée. Qui n'est pas reconnue en France, ouais. Donc automatiquement, les recherches n'avancent pas forcément bien. Ça stagne toujours et c'est vrai qu'il n'y a pas d'avancée là-dessus. Il n'y a pas d'avancée, mais ça concerne 1 million de personnes. Ouais. C'est dingue. Malheureusement, ouais. Et puis c'est surtout le gros problème qu'il y a, c'est le retard de diagnostic, qui est comme en fait c'est une maladie qui est même du côté de la médecine, c'est pas connu de tout le monde. Et ces retards du diagnostic, c'est le gros point négatif de cette maladie parce qu'elle se développe vraiment rapidement. Et pas la racine, c'est le cas de le dire d'ailleurs, on l'a pas encore parlé. Ouais, c'est ça. C'est une maladie handicapante qui est un peu invisible en quelque sorte. Parce que bon, voilà, ça génère quand même des grosses douleurs, des grosses lésions, et puis c'est vrai qu'après la maladie va s'amplifier, parce que comme elle se nourrit de stress, de fatigue, etc. Et on va dire, quand tu as les premières lésions, tu te dis qu'est-ce qui m'arrive, et puis bien sûr tu engendres du stress, etc. Et pas mal d'autres problèmes. Voilà, de toute façon tout est guidé par le cerveau, et puis du coup la maladie s'amplifie automatiquement. Ouais. Ah, je me demandais ce qui se passait. C'est le chien qui interdit. Et elle a quel âge, rappelle-moi déjà, ta chienne? Elle a 7 ans et demi. 7 ans et demi. Ah ouais, elle cavale donc pas mal avec toi là. Ouais. Depuis un certain temps. Ouais. C'est elle qui en fait... c'est ton coach, non? On se tire la bourse souvent ensemble. Ouais, c'est un peu la guéguerre. Donc c'est pas avec un chien de flic, ça, hein, faire un chien non. de trailer, de chasseur, c'est un chien passe-partout. C'est un chien passe-partout. Vraiment, ouais. Rappelle-moi la race. Un berger belge malinois. Un berger belge malinois. Je sais pas si vous voyez, mais oui, elle est belle en tout cas. Ouais, gentil. Et elle est douce, ouais. Comment s'appelle cette maladie ou ce syndrome? C'est la maladie de Verneuil. Ouais. C'est une maladie? C'est un syndrome? Il y a les deux appellations. Il y a syndrome de Verneuil ou maladie de Verneuil. Il y a, tu vois, même là-dessus, ils n'ont même pas forcément avancé pour mettre vraiment un... après, Verneuil, est-ce que c'est le nom de la personne qui a découvert cette maladie? Il y a combien? Alors là, ça remonte quoi. Ouais, ça remonte à un sacré moment. Ça fait longtemps qu'elle est identifiée, qu'on ne sait pas comment la traiter, qu'elle touche quand même beaucoup de monde, mais aujourd'hui, c'est encore expérimental quand on veut faire des soins sur cette maladie. Surtout, c'est trouver les bonnes personnes. Il y a très peu de personnes qui l'opèrent réellement, cette maladie. Après, je sais que c'est un peu plus développé sur Suisse. Par exemple, la maladie est reconnue en Suisse. Donc, il y a au HUG à Genève une cellule qui est vraiment spécialisée pour la maladie de Verneuil. Et sur France, je sais pas, il y a le docteur Guilhem, moi, qui me suit maintenant depuis un certain nombre d'années à la clinique du Val d'Ouest à Écully, à Écully. Et il y a un autre, apparemment, chirurgien qui est du côté de Montpellier. Donc, c'est assez restreint, donc après j'ai quand même un peu cette chance d'avoir la proximité. C'est ce que j'allais dire, dans ton malheur, tu as la proximité de Lyon avec un expert qui a réussi quand même à résoudre pas mal de qui m'a remonté un peu des eaux profondes, et aujourd'hui on a presque une relation amicale. Enfin, quand je l'appelle, je sais qu'il me prend en urgence. Parce que c'est un stade, t'as été à un stade très élevé. Il m'a opéré, si tu veux, j'ai arrêté de compter les interventions, mais après entre les autres problèmes que j'ai eu, je pense rien que pour la maladie de Verneuil, je suis passé... plus, je sais pas, 10-12 fois peut-être sur le billard, rien que pour ça, ouais. Sur des opérations, t'es complètement endormi, t'es sous anesthésie. J'ai fait une opération en anesthésie rachis, anesthésie du bas du corps, parce qu'en fait j'ai eu une opération au mois d'avril et 15 jours après j'ai rechopé une lésion, et en fait ça faisait trop juste d'enchaîner deux anesthésies générales à un intervalle de 15 jours. Et c'est pour ça qu'on avait fait ce choix de faire une rachis, ouais. Alors, on peut revenir un peu au cours de la discussion sur cette maladie et en quoi elle t'a amené sur ta discipline, mais tu as toujours été coureur, tu as toujours été sportif. Bref. Alors on va reprendre un petit peu l'histoire, mais juste avant, c'est quoi ta vie d'ailleurs aujourd'hui là? C'est quoi ta vie, Mathieu? Aujourd'hui, je redécouvre, on va dire, les plaisirs de la vie après avoir passé un gros paquet d'années... je veux pas dire au fond du trou, mais c'était très compliqué. J'ai eu des grosses baisses à des moments, parce que la maladie impactait énormément, que ça soit sur le côté social, ça me freinait du coup sur le côté sportif. Et automatiquement, ça a un énorme impact. Et aujourd'hui, là, ça va faire quasiment 2 ans que j'ai pas eu d'intervention. Donc, des fois, je me dis, je vois un petit peu le bout du tunnel, mais c'est tellement une maladie qui a un gras qui peut revenir du jour au lendemain, par exemple sur un problème de la vie courante, qui va peut-être vachement impacter émotionnellement ou quoi, et ça peut
revenir du jour au lendemain, quoi. Ouais. Et du coup, ça impacte ton équilibre intérieur, tes émotions. Et ça, si tes émotions sont pas bien maîtrisées, entre guillemets, Exactement. ça peut générer un stress qui lui-même va enclencher. Ouais. D'où la pratique du sport qui m'aide un petit peu à canaliser vraiment tout ça. Ouais, Oui, d'autant plus que tu es un bourrin qui brasse beaucoup. ouais, clairement, je me suis toujours un peu qualifié. Je reprends tes mots, Ouais, non, mais c'est clairement ça. Hein. Ouais. Tu sais, moi, pareil, j'ai toujours eu le surnom un peu du sanglier. Ça remonte de l'armée. Mon chef de section, même pendant les classes, me disait, mot pour mot, j'étais un sanglier rusticos. En Exactement, plus, ouais. Déjà un sanglier, mais en plus un rusticos. Ouais, parce que j'ai eu des classes assez rudes, parce qu'elles se sont passées en hiver, donc c'est des classes assez longues, et ça aurait de mettre dans des conditions toujours extrêmes, même quand ça soit en stage commando, quand j'étais en mission extérieure. Alpin. J'ai toujours... moi, j'ai jamais baissé les bras, en fait, moi, plus c'est compliqué, plus j'aime, en fait. Et ça, c'est ce qui explique... alors, pour le coup, on pourrait dire Cyril est venu le voir, Mathieu, parce qu'il a fait sa première place au maquis. Est-ce que c'est ce tempérament qui t'a permis de faire la gagne avec Alexandre, d'ailleurs, sur cette course? Je m'étais clairement conditionné mentalement. Ouais. Après, on va peut-être y revenir après, mais après, moi, j'étais vraiment focus sur cette course et j'avais quelque chose à prouver, surtout. Ah oui? Ouais. Parce que... il y a ce que tu lui disais ou... C'était notamment déjà à moi-même et surtout, je dirais, en fait, aux personnes du coin. Parce que, je suis un amoureux de mon secteur, du Haut-Bugey, de par là. Et c'est vrai qu'Alex, il venait souvent sur l'Ultra 01, sur la première édition de la Trace, etc. Et en fait, tout le monde l'a toujours un peu idéalisé parce que, il gagnait les courses de l'Ultra, la Trace, etc. Et moi, j'avais fait une grosse prépa avec mon coach en amont pour cette deuxième édition de la Trace. En quelle année? Je ne sais plus inventer, c'était l'année dernière, donc 2023. Donc oui, pour la deuxième édition, c'était en 2023. Ouais, c'est ça. Et moi, je m'étais conditionné en disant, je sais que j'ai les capacités pour aller rivaliser clairement avec lui. Et je vais rééquilibrer la balance dans le secteur en montrant aux gens qu'il y a aussi des coureurs du coin qui se démerdent pas trop mal. Et j'ai vraiment besoin de mettre ça en avant. Ouais. Et je me suis vraiment, entre guillemets, un petit peu matrixé pendant la prépa hivernale, où j'ai fait une énorme préparation. Et j'ai sorti la course parfaite où tout allait bien. Et on a partagé un super moment avec Alex. Et c'est vrai que depuis cette arrivée-là, depuis cette victoire-là, ça a permis d'un petit peu tout rééquilibrer. Et c'est vrai que j'ai gagné un petit peu le cœur des gens ici. Ouais. Et ça fait plaisir, quoi. Le cœur des locaux, quoi. Exactement. T'es le local de la course. Tout à fait. Et c'est ce que je voulais mettre en avant en disant, on a quand même des coureurs locaux qui se démerdent pas trop mal. Et c'est important aussi de les soutenir, mine de rien, quoi. On a besoin de ça aussi à un certain niveau. Peut-être que d'autres personnes non, mais je sais que c'est toujours bien d'avoir un peu de reconnaissance, surtout des gens du coin, quoi. Oui, du coin, et puis au-delà de ça, elle va faire des câlins. Ouais, mais je ne sais pas quand elle me prend à la taille, je vais estimer quelqu'un derrière moi qui me prend par la taille. J'ai envie de la chienne. Et ça te tenait à cœur, et puis le résultat était là au rendez-vous. Ouais. Félicitations. Merci. On va revenir sur cette belle victoire au coude à coude avec Alexandre Bougix, de son famille, alias Casquette Verte. Et justement, ça te tenait à cœur de ramener le... D'ailleurs, tu as le trophée là? Il est juste derrière, là-bas dans le coin, ouais. Donc, on montrera tout à l'heure le trophée avec le fameux béret. Exactement. Les maquis. Avec toute une histoire. Et Alexandre qui a créé cette épreuve il n'y a pas si longtemps que ça et qui a déjà une bonne notoriété. Post-Covid, ouais, 2022, la première édition, si je dis pas de bêtises. On s'était vu sur la ligne de départ. À Bourg-en-Bresse. On s'est pas vu à la ligne d'arrivée, par contre. et sur cette première, du coup, ça s'était bien passé quand même, la première? Ouais, j'avais fait une troisième place. Justement, Alex avait gagné. Deuxième, c'était Johan Le Cauchois, qui avait fait une très belle course aussi. Et puis, j'avais fait une troisième place. Et Naé, allez, à ta place. Kaline. Et troisième place, mais tu t'étais dit, maintenant, on va aller chercher la première. Ouais, j'avais clairement cette ambition et je sais, j'ai des capacités et je suis encore loin de mon niveau que je vise. Ouais. Mais c'est pour ça, je suis toujours un petit peu en bataille avec moi-même pour aller sortir la meilleure version de moi-même, quoi. Ouais. Et c'est ça ta vie aujourd'hui, de sortir la meilleure version de toi-même, cette quête permanente. Que ce soit autant sur le côté sportif que le côté vie de tous les jours. Ouais. J'ai fait un gros boulot sur moi-même pour améliorer pas mal de points. Et toujours un peu en compète.
Ouais. T'as transformé ce côté un peu brasseur, bourrin en quelque chose de plus quoi d'ailleurs? Bah, je dirais que je me suis assagi un peu avec le temps. Ouais. Je fais les choses différemment. Maintenant, ça m'arrive de réfléchir avant de faire quelque chose. C'est ça. Chose qui n'arrivait Mettre pas un peu forcément. d'intelligence dans ta préparation Exactement. et ton entraînement, ta stratégie de course. Ouais, puis ma façon d'aborder la vie de tous les jours, même j'ai énormément bossé là-dessus. Ouais. Donc ouais, ça m'a bien Eh apporté. ben, je te propose, et je vous propose, c'est pour ceux qui se reconnaissent dans ton tempérament, on peut se dire les choses, hein, bourrin, j'y vais au forceps, ça sent mode commando. Ouais. Alors ce que je te propose, c'est de savoir pourquoi tu as ce tempérament-là déjà, où t'es né, qu'est-ce qui t'a amené sur ce tempérament, comment tu l'as vécu toutes ces années, et puis à un moment donné où il y a ce changement, quoi, ce virage où tu te dis, bon, maintenant on va mettre un peu, comme tu viens de le dire, d'intelligence dans ma façon de vivre, d'être et de courir aussi, et puis voir justement ce que ça a changé dans ta vie et qu'est-ce que tu as mis en place, quoi, parce que moi je me reconnais en toi, hein, moi toi, quand j'ai fait l'armée aussi. Alors moi je voulais des grades parce que je voulais être libre, donc du coup j'ai fait les classes pour être officier, mais quand même bourrin, quoi. Ouais. Et ça tombait bien parce qu'à l'armée, je sais pas toi, on m'a dit de toute façon arrête de réfléchir, fais ce qu'on te dit de faire, Ouais, et pose le cerveau, pose ton cerveau. Et ça c'est bien, ça m'est bien utile des fois en course, ça d'ailleurs, de poser le cerveau. Tout aurait fait pareil, c'est la même chose. Hein. Mais des fois, avant de poser le cerveau, il faut avoir un peu d'intelligence quand même. Ouais. Et j'aimerais bien comprendre, et explorer un peu ce parcours. Est-ce que c'est lié au Poisin? Est-ce que c'est ta région comme ça? Les gens sont tous un petit peu bourrus, pour pas dire bourrin, ou bourrinés, ou est-ce que c'est quoi ton identité à toi? C'est vrai que bon, on est un peu comme ça, toujours un peu rustique, on va dire, de la campagne. Bon, après, dans ma famille, on est quand même un tempérament à être assez, ouais, comme tu dis, bourrin. On est... Non, mais rustique, Ouais. qu'est-ce qu'ils font tes parents? Ils sont leur job, Eh ben, mon père, lui, justement, à la base, il était donc accompagnateur en montagne, tout ça. Il jouait à beaucoup d'activités sportives. Aujourd'hui, bon, il a une société de taxi depuis plusieurs années. Mon grand-père était bûcheron, charpentier, travaillait toujours un peu dans le bois. Mhm. Et ouais, on a toujours été un peu des gars du cru, en quelque sorte. Ouais. Et puis, ouais, on a toujours allé de l'avant, quoi. Toujours, entre guillemets, enfin, moi, je mâche jamais mes mots, mais voilà, sortir les doigts, quoi, clairement, pour... Fais pas l'effort avec moi. Ouais, non, voilà, enfin, moi, j'ai un franc-parler, c'est comme ça. Mais... Ceux que ça dérange, ils peuvent arrêter. Donc, voilà, tout de suite l'écoute. Et puis ceux qui circulent reconnaîtront les oreilles qui sont enfin qui est. Ça fait plaisir à entendre. Il y en a qui mâche pas ces mots. Allons-y. Ok. Je t'en préviens, excuse-moi. Et puis j'ai souci de vidéo, donc voilà, j'ai changé de téléphone, cette caméra, ça devrait aller mieux maintenant. Mais ouais, un peu tout a débuté. Moi, j'ai toujours été un compétiteur en quelque sorte. Avant d'être en compétition avec les autres, déjà toujours en compétition avec moi-même, déjà. Et donc, ouais, je viens du ski de fond à la base, que c'est un peu le sport de prédilection ici. Et puis, bon, mon père a fait aussi également du ski de fond à haut niveau étant plus jeune. Et puis, j'ai voulu, entre guillemets, un peu prendre la relève. Tout se passait bien, je skiais au comité, tout ça. Et des beaux résultats jusqu'à ce que j'ai eu un gros accident de ski de fond qui m'a poussé à arrêter. Voilà, j'ai eu 2 grosses opérations à l'épaule. Et ouais, en fait, ça a mis un énorme tournant dans ma vie parce que moi j'avais de l'ambition en ski, j'avais le niveau qui allait avec. Et ça a été très très compliqué, tout ça arrivait un peu au milieu de mes études, donc du coup ça a été compliqué. Je faisais 2 CAP professionnels. D'accord. Dans le domaine du bois, dans la scierie et conducteur opérateur affûteur. Et à l'issue de mes études, donc j'ai commencé à travailler, j'étais même pas encore majeur, hein, j'ai signé mon premier CDI à 16 ans. J'ai travaillé 2 ans dans ce domaine et puis j'ai eu besoin en fait de voir autre chose. Et moi, l'armée c'était un rêve de gosse. Et puis au boulot où j'étais, ça se passait pas forcément bien. Et ça m'a pris un peu, une mouche m'a piqué. Et j'ai contacté le CIRFA à Bourg, j'avais passé mes tests, j'ai tout réussi. J'ai réussi à intégrer du coup à l'issue les chasseurs alpins. Ouais. Donc voilà, j'ai effectué 3 ans dans les chasseurs alpins. T'as fait les chasseurs alpins et en quoi tu t'es retrouvé là-dedans? T'étais bien? Qu'est-ce qui fait que... Là, moi j'ai un rêve de gosse, même quand j'ai dit à mes parents, au début ça a été un peu mal interprété de leur part parce que, entre guillemets, les parents voient toujours un petit peu un avenir tracé. Je bossais dans une scierie qui était, où mon grand-père bossait depuis de nombreuses années et en fait ils pensaient que j'allais succéder à mon grand-père, tout ça, et j'ai dit non mais moi je veux faire ma vie, quoi. Et j'ai des rêves et j'ai pas envie d'avoir des remords plus tard.
Donc je suis rentré à l'armée, j'avais un objectif, c'était, voilà, je voulais être tireur d'élite dans l'armée. Ouais, parce que Mais c'est quelque chose qui m'a toujours passionné, le t'as été tir, marqué par l'armée. quoi tu sais, non? Tu t'en souviens pas J'ai forcément. toujours aimé, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et voilà, j'ai réussi à remplir cet objectif en l'espace de 3 ans. Après, j'ai fini mon contrat. C'est quoi, tireur d'élite en armée à Chambéry, tu fais quoi? Bah, après, il y a plusieurs stades, parce que c'est vrai que notamment dans les chasseurs alpins, on est classé pour être beaucoup déjà rustique, être en montagne dans différents Ouais. territoires, que ça peut être autant du climat chaud, du climat froid, enfin, on s'adapte à tout. Ouais. Et après, il y a plusieurs stades. D'abord, il faut d'abord passer tireur de précision pour ensuite passer tireur d'élite. C'est qu'une histoire de distance. Et puis après, avant tout, c'est avant tout un job d'observation. Voilà, c'est des corps d'armée qui sont toujours un petit peu détachés et indépendants. C'est pour ça qu'ils sont toujours un peu en minorité. Donc on était environ une quarantaine sur 1500 au bataillon. Donc c'est vrai que c'était ce côté un petit peu indépendant. On faisait un peu ce qu'on voulait, nos campagnes d'entraînement. Donc c'est ce qui me plaisait, moi. Et tu t'apprends à quoi? À te poster, rester statique faire pendant les faire jours? autant de l'approche, du camouflage, de l'observation. Ouais. Et puis après, il y a la partie tir que moi j'adorais. Tu sais, quand tu faisais des campagnes de tir, tu faisais des tirs à 1000 mètres et quelques. C'est kiffant, quoi. Et quand tu vois tout ce qu'il fallait mettre en place pour atteindre ta cible à 1000 mètres, c'était hyper intéressant, quoi. Mais t'es pas si bourrin que ça quand on t'entend dire ça, en fait, parce que finalement, être patient, savoir faire Non, la mais finesse, c'est plus dans ce genre de choses. Ouais, mais c'est deux choses différentes, parce qu'en fait, il fallait être quand même vraiment rustique, parce que, contrairement à ce qu'on croit, quand t'es tireur d'élite, ça demande quand même des grandes capacités physiques, parce qu'en général, quand tu trimbales ton sac entre le fusil qui fait pas loin de 25 kilos, 25 kilos sur en le ordre dos de combat, ou LPGM, et puis on va dire tout le reste, le pactage, des fois tu vas te poser sur un poste, tu vas passer 3-4 jours au même endroit, donc faut ta bouffe, des fois tu te baladais, tu avais 50-60 kilos sur le dos, donc là il fallait être bien toqué mentalement pour pouvoir avancer, quoi. T'as pas le droit de... T'as pas eu t'as eu des opérations pendant ces 3 années ou c'était que de l'entraînement? Non, j'ai fait beaucoup d'entraînement, après je suis parti en mission extérieure, mais c'était pas en tant que tireur d'élite. Mais non, après rien de très opérationnel. J'ai raté un coche parce que c'est à le moment où c'est qu'il y a eu les attentats à Paris, à Charlie Hebdo. Et en fait, ils nous ont bloqué le départ à l'étranger pour se retrouver 2 mois en Vigipirate là-haut. Ouais, d'accord. Donc c'est ce qui m'a un peu poussé dans ma décision de ne pas renouveler mon contrat. D'accord. Parce que j'étais pas engagé pour faire le piqué, quoi. Ouais, voilà, le plantain, on va dire, à la capitale, et puis se faire cracher dessus par tout le monde et sans pouvoir rien faire. Donc ça m'a un petit peu dégoûté du système, et c'est pour ça que T'as arrêté. j'ai fini mon contrat et voilà, j'ai pas renouvelé. Ouais. C'était 3 ans, ouais. Tu renouvelais pour combien? Je pouvais renouveler soit pour 1 an, ou après c'est je pouvais choisir un peu le nombre d'années D'accord. que je voulais. Ouais. Mais quand je voyais la tournure que le pays prenait avec les Vigipirates, les attentats, je savais à quoi m'attendre, je savais comment allaient se passer les années suivantes, et j'ai pas signé pour ça, quoi. D'accord. Et j'ai pas été... J'ai passé 3 ans à me former comme un marteau, et j'ai pas... J'étais dans l'élite, fait tout ça pour des rien, conditions extrêmes, et là, tu te retrouves à Paris faire le piqué, quoi. Exactement. La surveillance. Ouais. On comprend bien. Et en plus, un chasseur alpin qui a pareil. Il y a rien qui va là-dedans. Pareil qui va là-dedans. Donc, il est temps de revenir au pays. Tu reviens ici, à Poisa, et là, du coup, tu retournes à la Syrie, non? Non, pas du tout. Justement, j'ai dit, voilà, je renouvelle pas mon contrat, mais il faut que je rebondisse sur autre chose. Et quelques mois après avoir terminé mon contrat, je suis parti aux États-Unis pendant quelques temps pour me former dans tout ce qui était la sécurité privée en tant que garde rapproché, etc. À l'issue, donc j'ai eu toutes mes qualifications, et j'ai eu une période où ça a été un peu compliqué à trouver du boulot. Il s'est passé à peu près 1 an où j'ai trimé un petit peu à l'usine, voilà, des petits jobs, et jusqu'à ce que je trouve une place sur Genève dans une boîte. Où voilà, du coup je travaillais dans la sécurité privée du côté de Genève, où j'ai passé un peu plus de 4 ans. Et puis ensuite, voilà, mes problèmes de santé qui sont un peu accentués. C'est là que ça commence à... ça a commencé gérer quand j'étais encore à l'armée. Ça a été toujours un peu en dents de scie, en fait, avec ce boulot où j'avais des horaires très irrégulières, où je bossais énormément. Pareil, parce que je bossais dans les services spécialisés, donc je bossais constamment des services de 12-14 heures en gilet pare-balles, tout ça. La fatigue, etc. Et en fait, ça accentuait ma maladie énormément. Je le savais plus ou moins, mais je ne savais pas comment faire. Donc du coup, j'avais des opérations à répétition entre 3 et 4 par an. Jusqu'à un jour, en fait, mon employeur m'a dit, c'est plus possible.
on te licencie, quoi, parce que là, ça va trop loin. Et là, je me suis retrouvé, en fait, en invalidité pendant 3 ans. Qu'est-ce qui, on parlait de la maladie tout à l'heure, mais qu'est-ce qui est handicapant au quotidien? En plus, comme tu dis, c'est une maladie invisible. Moi, pour accompagner les sportifs de haut niveau qui sont sur des porteurs de handicap invisibles, c'est le double coup de semonce, quoi. En fait, déjà, tu as une maladie, un syndrome ou un handicap et c'est déjà dur. Et en plus, personne ne le voit. Et il faut te justifier des fois. Enfin, il n'y a pas besoin de se justifier en absolu. Mais les Jeux Olympiques ont contribué un petit peu à montrer ça et finalement à comprendre, à se mettre à la place de ces personnes qui sont porteurs de ce handicap et de se dire, mais en fait, et si tu étais à leur place, finalement, oui, on comprend bien que la vie est bien plus complexe et ça demande beaucoup plus de ressources, d'énergie. Et comme tu parlais du stress, justement, que ça peut générer beaucoup de dépenses énergétiques et engendrer parfois des émotions, du stress, etc. Et on est dans un cercle plutôt pas très vertueux, mais l'inverse, quoi. C'est la spirale un peu descendante. Vicieux, avec vicieux. Ouais. Puis après, en fait, tu te noies en quelque sorte là-dedans. Du coup, c'est là où j'étais tombé très bas mentalement. Même si j'ai un très gros mental, j'ai développé un très gros mental avec ces dernières années. Mais ouais, j'ai atteint un peu un point de rupture parce que ça devenait très compliqué. En fait, cette grosse intervention, la première grosse intervention que j'ai eue qui a nécessité pour un peu plus de 9 mois de convalescence, ça a été très compliqué, on va dire, à gérer. La première, c'était sur quelle partie de ton corps, c'est pas indiscret? C'était au niveau des fesses et sous le bras, ouais. D'accord, je sais, moi, tu m'as posé la question si j'étais prêt à voir les photos. Moi, vu ma carrière dans des choses, j'ai vu des choses assez atroces. Bon, après, c'est des images chocs quand on se souvient, évidemment. Mais je sais, mon cerveau, il sait faire la part des choses. Mais oui, si ces photos sont vraiment c'est presque violent de voir la trace que ça a sur ton corps, quoi. C'est ce que tu t'es infligé, tu es pour rien. Mais souvent, comme je dis aux gens, ils me disent ouais, mais bon, on sait pas trop ce que c'est. Ben, je dis écoute, tu visualises une grenade, je pose le cul sur une grenade et elle pète. Et voilà à quoi je te laisse imaginer à quoi ça ressemble. Donc c'était clairement ça. Et ouais, j'ai passé un peu plus de 3 mois, quasiment tous les jours de la semaine, dans un caisson hyperbar à Lyon. Donc ça m'a énormément fatigué. Après ça, je reprenais le boulot, etc. Et c'était toujours en dents de scie jusqu'à ce que je rechoppe des lésions. Et ouais, c'était... En fait, je me suis noyé un petit peu dans un rythme de vie où je me laissais aller, ce qui ne me ressemblait pas avant. Pareil, je fumais un paquet et demi par jour, je buvais des canons avec des collègues en soirée, je me mettais des murs sans arrêt. J'avais plus du tout d'hygiène de vie, j'avais pris du poids énormément par rapport à ce que j'étais à la base. Et à l'armée, tu étais fit, tu mesures combien, tu pesais quel poids? J'étais fit au début, après ça, j'ai eu une grosse période de bringue à l'armée quand même aussi, où du coup ça m'a pas épargné. C'est-à-dire j'ai pris un peu de poids, mais bon, c'est vrai qu'on faisait quand même beaucoup de sport. Et on faisait pas mal de muscu aussi, donc automatiquement j'avais pris du poids, mais ça allait. Et justement, je te montrerai après, où j'étais un peu dans mes années noires, où c'est que voilà, plus rien n'allait. Je me suis vu sur une photo à une période de Noël. La photo, elle est sur le frigo, je te montrerai. Tu l'as regardé? Et je me suis dit, mais qu'est-ce que tu branles? Tu pars en live complet, il faut que tu te reprennes en main, ça va plus, quoi. Et c'est là où du coup... C'était le choc, c'est là, t'as vu cette photo? Ouais, ça m'a choqué et je me suis dit, il faut que je reprenne le sport. J'avais le rugby, bon ça... Rugby, buvette, tout le bordel, ça, c'est pas ce qui a apporté grand-chose de bien. Et comme j'ai toujours été... moi, je suis un passionné de la montagne, de la nature, et puis il y a le trail qui était un peu en pleine expansion à ce moment-là. Et je me suis dit, On est Noël de quelle année, là? Il est daté de fois, comme tu disais tout à l'heure. Je dirais que je regarde, j'irais il y a 6 ans en arrière, 5-6 ans en arrière. Et je me suis dit, faut que je me mette au trail. C'est quelque chose qui me correspondait bien. Au début, c'était très compliqué. Et puis, mon père, comme lui, ça a toujours été un peu mon premier supporter, ma mère aussi, mes parents, sur déjà à l'époque du ski. Et j'ai dit à mon père, écoute, je me relance, je repars, on va dire, entre guillemets, dans le sport, dans le trail. Il dit, tu te lances en quoi? Je dis, tu veux me suivre? Tu te lances dans une quête, dans quoi? Dans un... Non, en fait, un objectif, clairement. Un objectif. Et c'est là, en fait, où j'ai entamé une grosse, pas vraiment une diète, mais j'ai fait un rééquilibrage alimentaire, du sport à côté. Et j'ai perdu pas loin de 20 kilos en l'espace de genre moins d'1 an. D'accord, c'est pas tout. Non, d'accord. Pour pas facilement, parce que par rapport à cette maladie aussi qui de temps en temps doit t'envoyer des signaux. En fait, déjà cette maladie s'alimentait aussi de on va dire
enfin, des problèmes de la vie quotidienne, que ce soit la mauvaise alimentation, le tabac, le surpoids, etc. Et en fait, j'ai essayé de retirer tous ces côtés négatifs de ma vie en apportant du positif avec le sport pour justement canaliser cette maladie. Et on va dire, dès la première année, j'ai vu une amélioration, certes. Bon, après, la maladie était quand même là, donc il y avait toujours, la forme était toujours en dents de scie. Mais voilà, en faisant du tri dans ma vie, j'ai réussi à trouver des solutions, on va dire, sans prendre de traitement. Alors qu'aujourd'hui, il y en a qui prennent des traitements pour ça. Ouais. Et moi, j'en veux pas. Depuis le début, depuis que cette grenade a explosé dans le derrière, tu t'es dit... Exactement, ouais. Tu peux rester assis comme ça, là, d'ailleurs? Ouais, mais non, ça va. Hein. Je me suis habitué, c'était dur les premières périodes, parce que la peau est devenue vraiment sensible. Ouais. C'est pour ça, même des fois, sur des courses, en fait, c'est des grosses cicatrices, ouais. C'est des grosses lésions, et c'est pour ça que maintenant, je suis obligé de mettre de la crème avant les courses, pour limiter un peu les irritations. Il faut s'adapter différemment. Je sais qu'avant, j'adorais faire du VTT, tout ça, donc aujourd'hui, je limite un peu plus, parce que c'est un peu plus sensible. Mais ça m'empêche pas de vivre, quoi. Ouais, tu vis de façon adaptée. Clairement. Sinon, si on le sait pas, quand on te voit... C'est invisible, voilà, clairement. Et d'ailleurs, c'est invisible parce que tu les caches un peu aussi, quand même. Sous ta casquette, il y a des cicatrices. C'est pas des cicatrices d'un petit doigt. Hein. C'est pas que j'ai peur de les montrer, mais c'est que... T'as pas envie de te poser des questions? Ouais, c'est plus la sollicitation des gens, parce qu'en fait, ça tire toujours l'œil. Et les gens disent, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Des fois, je ressors toujours des conneries. Une balle qui a ricoché, ou je me suis battu avec un requin. Enfin, je tourne ça en côté ironique, mais en fait, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient blasant, en fait. C'est chiant. Et... Ça se résume pas à ta vie, à des cicatrices? Ouais, non, ça me gêne pas. Mais c'est plus que les gens viennent toujours remettre ça sur le tapis, alors que c'est quelque chose que j'essaye de mettre de côté, en quelque sorte, dans ma vie, quoi. Donc c'est moi un peu sur le côté mental, j'ai besoin de me conditionner comme ça pour aller de l'avant, quoi. Et te construire indépendamment de ça. C'est une parenthèse dans ta vie. Est-ce que c'est une parenthèse qui est fermée d'ailleurs, ou encore aujourd'hui On ne sait jamais si elle est fermée ou pas. C'est tellement une maladie imprévisible, ça peut revenir du jour au lendemain. Comme je disais, voilà, si je peux avoir un problème dans ma vie, un problème émotionnel, quoi que ce soit, du jour au lendemain, ça revient. Tu peux pas dire vraiment t'es guéri de cette maladie. C'est absolument rien à voir avec des maladies ou syndromes. Je pense à Lyme, ça n'a rien à voir. Mais comme on a Xavier Zebner qui est de l'autre côté, qui en parle pas mal de ce enfin, c'est pas un syndrome, c'est là pour le coup. Pareil, c'est pas reconnu en France. Il y a énormément de personnes qui sont touchées par cette maladie. Lui, pour le coup, ça affecte énormément sa santé, son énergie. Il est épuisé par moments. Alors, je connais pas tout. Hein. Moi, j'ai des amis qui sont atteints de cette maladie-là d'ailleurs. Et c'est une pure merde, quoi, parce que ça. Comme d'autres d'ailleurs, des syndromes, la sclérose en plaques, quelque chose comme ça. Et on sait, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, que si on arrive à canaliser son stress avec une hygiène de vie, une bonne santé, globalement, on va pouvoir canaliser les choses et vivre presque normalement. Mais t'es pas à l'abri avec un stress émotionnel et que du coup, ça t'attaque à la tronche, c'est ça, non? Exactement. Tout, de toute façon, c'est le cerveau qui commande tout. Et comme je dis à beaucoup de gens avec qui je discute, ils me disent « Ouais, mais... » Les gens, ça les choque. Ils disent, mais comment t'as fait pour t'en sortir? Comment t'as fait pour pas te mettre une cartouche après tout ce que t'as traversé? Puis en fait, c'est peut-être pas forcément la solution. Il y a des choses à mettre en place justement pour aller de l'avant. Et en fait, moi, tout ce qui est prep mentale, soit post-course ou sur ma vie en général, c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de choses en place pour m'en sortir un petit peu entre guillemets, quoi. De façon intuitive, t'as lu, tu t'es fait accompagner? Non, pas du tout, mais prendre du négatif, en fait, que tu arrives à transformer en positif. Et après, c'est ma vie un petit peu qui m'a apporté ça, hein, tu vois. C'est facile, excuse-moi, t'entends ça partout, tu le dis de fois. On te croit, évidemment, mais tellement on te croit, on a envie de t'en dire plus, parce que, oui, prendre du négatif pour en faire du positif, tout le monde le dit, personne ne le fait, ou on aimerait bien savoir comment faire. Il faut trouver les bonnes clés, en fait, pour y arriver. Et en fait, déjà, ce qu'il faut, c'est analyser quand il t'arrive quelque chose de négatif dans ta vie. Pourquoi, quel moment, les raisons qui ont fait c'est arrivé. Et on dit, qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y améliorer, pas que par exemple ça se reproduise. Donc tu vas peut-être faire les choses différemment, etc. Là, j'ai pas d'exemple tout de suite, mais si, mis à part la maladie où j'avais des problèmes de surpoids, tout ça, j'ai pris tout ce côté négatif et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour mettre du positif? Déjà, arrêter la clope, arrêter de bringuer. T'as écrit tout ça? Faire du sport. Tu l'as écrit? Non, c'est juste comme ça dans ta tête, et c'était suffisamment fort, imprégné pour que tous les jours tu... Je pourrais y écrire, c'est possible. Hein.
Non, mais c'était là dans ta tête et c'était suffisamment fort dans ton disque dur pour que chaque matin tu te lèves avec une vraie raison qui est plus celle d'avant, qui est cette nouvelle. Après, j'ai quand même la capacité à avoir un mental. Je me suis forgé avec le temps, avec les embûches que j'ai eues, puis même avec l'armée. Tu sais, quand tu te retrouvais dans un stage commando en pleine jungle où tu n'as rien à manger de la semaine à part 3 poules et 2 patates douces, et tu dois te débrouiller. Grand luxe. Ouais, tu vois, le stage commando, le dernier que j'ai fait, c'était en Martinique à ce moment-là. Un stage qui était quand même assez relevé, parce qu'on était 25 au départ, on a fini à 6. Donc assez raide. Et en fait, tu te découvres des capacités, on va dire, en étant dans des situations un peu extrêmes, qui vont, en fait, moi, aujourd'hui, qui vont m'aider sur la vie de tous les jours, qui vont m'aider sur le côté sportif. Tu vois, par exemple, sur une course, quand j'explique des fois aux gens, j'ai la capacité à mettre mon cerveau sur off, littéralement. C'est comme un interrupteur, j'arrive après, je claque des doigts. Par rapport à quoi? Par rapport à du froid, par rapport à de la douleur, par rapport à la rudesse de l'intensité de l'effort? L'intensité de l'effort, par rapport à une douleur où ça m'est déjà arrivé aussi. Sur un côté où à un moment je sais que je suis dans le dur et je dis là il va falloir te faire mal, vraiment mal, pour arriver à avancer. En fait, tu peux pas t'écouter. En fait. Puis t'auras jamais plus mal que ce que tu as pu avoir mal toi dans ces contextes de commando ou dans un environnement hostile. C'est différent, mais en fait, voilà, tu essayes de... Comme toi, souvent, ça m'arrive sur des courses, j'écoute beaucoup de musique en courant. Et par exemple, des fois, j'arrive sur des zones de ravitaillement. Du coup, je commence à couper mes écouteurs. On discute du fait avec mon père, mais je suis toujours un petit peu évasif. Et des fois, je repars du ravito, je suis tellement focus dans ma course. Peut-être 3-4 heures après, je m'aperçois que j'ai pas de musique dans les oreilles, en fait. Et je suis tellement focus... Je me vide la tête, je suis focus sur ma course, sur mon objectif, où c'est que je vais mettre mes pieds. Des moments, tu vois, moi je travaille beaucoup sur le pourquoi. Pourquoi aujourd'hui je fais ce sport? Pourquoi j'ai pris le départ de cette course? Pourquoi je vise un tel objectif? Pour mes proches, pour ma famille, pour moi-même avant tout, pour me prouver beaucoup de choses. Donc ouais, moi j'ai toujours un peu ce pourquoi qui tourne en tête et c'est ce qui me pousse un petit peu à avancer. Pourquoi je me suis mis à faire du trail. Et c'est... En fait, c'est là qu'on est sur j'avais dit la première partie mode bourrin. La deuxième partie où tu as dit je mets un peu d'intelligence dans ce que je fais, dans ma pratique. Alors, et il y a tu dis deux niveaux. Le premier niveau, alors je ne le fais pas dans l'ordre, je ne sais pas si pour toi il y a un ordre d'ailleurs, mais la capacité à dépasser un peu la douleur. Et comment? C'est pas il y a une douleur et je dis rien, c'est je suis focus. J'ai un focus, une capacité à me concentrer. Musique ou pas d'ailleurs, tu l'as très bien dit, mais même si elle est là, c'est comme si elle n'était pas, parce que je suis tellement concentré sur ce que je suis en train de faire, connecté a priori dans l'instant présent, le fameux instant présent. Et la deuxième chose qui est le sens de ce que tu as entrepris, quoi, finalement. C'est pas une petite prise de décision, c'est une grosse prise de décision que tu as prise à un moment donné. Je fais du trail, je sais pourquoi je vais en faire maintenant, j'ai quelque chose à me prouver. Et qu'est-ce que tu voulais te prouver aussi d'ailleurs? Après, j'ai toujours un petit peu des remords de l'époque où je faisais du ski, où j'avais l'espoir de percer en ski. Et j'ai toujours rêvé de faire du sport de haut niveau, c'était clairement mes ambitions. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'a un petit peu poussé, parce que comme du coup, ma carrière de ski s'est pas déroulée comme je l'avais prévu, et il a fallu que je rebondisse sur autre chose. Et je me dis en trail, voilà, je sais que j'ai quand même des capacités assez correctes. Et j'ai quelque chose à faire, j'ai quelque chose à me prouver à moi-même, et je ne veux pas avoir de remords plus tard. Excuse-moi, mais en 2020, l'année dernière, tu avais des tasses physiques, excuse-moi du terme, je vais poser comme ça, tasses physiques que tu as là. Ouais, à peu près, ouais. Alors, t'as plus tu l'as dit tout à l'heure, donc je me permets, et c'est pour aussi ceux qui nous écoutent et qui te voient pas, mais on peut évidemment te voir sur YouTube, c'est filmé, mais ceux qui te voient pas, ils se disent, ils imaginent depuis tout à l'heure Mathieu, un gars qui fait du trail, qui fait la course avec, en casquette verte, on imagine le gabarit, tu vois, tout de suite on se fait une image, et si on te voit d'un seul coup, tel que je te vois là, non, c'est pas lui, on a plus Hugo Dupont, des Violets, qui, avec tout le respect que j'ai pour Hugo, il a une pratique d'ailleurs de trail, de ski de fond, etc. Mais c'est un rugbyman à la base. Et j'ai quand même une certaine carrure. J'ai jamais été quelqu'un de fit ou quoi que ce soit. Après, tu t'habitues à faire ton sport avec le physique que tu as. Je sais que je serai jamais une personne qui pèsera 60 kilos. Ça, c'est une certitude. Et ça n'empêche pas. Mais pas du tout. Et surtout, après, c'est pour ça que je me suis quand même plus orienté sur du long en trail.
pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est quelque chose qui me correspond. Moi, 4, 5, 6 heures d'effort, je finis ma course. Ouais, c'est bien. Mais en fait, j'ai besoin de passer un certain stade. Ce que moi, je vais chercher avant tout, c'est des émotions que ça te procure. Parce qu'en fait, tu passes par tellement de stades émotionnels différents sur une course. Quand tu passes plus de 10 heures, que tu passes une nuit complète dehors, des fois, tu passes entre 15 et 20 heures sur une course. Et tu vas passer par des stades. En fait, quand tu franchis cette ligne, les émotions que ça te procure, en fait, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de passer du temps dehors. Et j'ai besoin de me mettre en compète avec moi-même, me mettre dans le dur. Même si je me mets dans le dur sur un 40 bornes, mais la satisfaction à arriver n'est pas du tout la même. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, parce que souvent, se mettre dans le dur, mais pourquoi ? Alors pourquoi vous faites ça, etc. Mais le côté, le pourquoi un peu dark. Toi, tu poses la question du pourquoi avec du sens, c'est quelque chose qui est aspirant, une sorte quelque chose qui est plutôt le côté, pas le côté sombre de la force, mais l'autre côté a priori, qu'on pourrait, à chacun peut en juger, effectivement. Mais il y a un truc qui est assez puissant dans ce que tu dis, parce qu'on voit bien que ces émotions, alors excuse-moi là je vais me perdre, mais moi, entre les émotions, l'énergie que ça t'apporte, tu as su mettre au service d'une bonne pratique, quoi, en fait, parce qu'à la base, ton caractère tel que tu es né, tout simplement, c'est ça. avec ce côté une force, quoi, le sens rustique, clairement. Et tu les retrouves vraiment dans cette pratique-là, dans le trail, tu as réussi à mettre le bon format de course qui correspond à ça. Ouais, c'est là vraiment où je me retrouve littéralement, même des fois, s'il y a des courses, tu te dis toujours dans ta tête, qu'est-ce que je fous là ? Toi aussi ? Ouais. Mais tu te poses quand même la question, toi aussi. Mais moi, j'ai toujours tendance à me parler sur moi-même. Des fois, je parle à voix haute sur une course et des fois, je me dis, sors-toi du cul, clairement. Je me dis ça verbalement parce qu'en fait j'ai besoin de me le dire. Mais c'est beaucoup moins douloureux que ce que tu as vécu avec cette maladie, avec tes opérations. Ça n'a rien à voir, bien sûr. Mais c'est pas pareil, mais certes, du coup, ça t'aide un petit peu à surmonter certaines choses. Et moi, je reprends souvent l'exemple, c'est quelque chose qu'on me répétait souvent à l'armée. Des fois, quand on faisait des longues marches en montagne où c'était très très dur, des conditions extrêmes, où en fait, j'avais un chef de section qui nous répétait tout le temps. C'est quoi qui te fait avancer ? Toi, t'es le premier à te dire, tu dis, c'est mes jambes. Il dit non, c'est ton cerveau. Parce que c'est ton cerveau qui te dit à tes jambes de mettre un pied devant l'autre. Donc, comme je dis souvent, du moment que ton cerveau est opérationnel, tu arrives à mettre un pied devant l'autre, continue, avance. C'est la base, en fait. Et même si des fois, t'es vraiment dans le dur, après, c'est ce que tu vas chercher un petit peu dans ce sport. Tu vas chercher à chatouiller, jouer un peu avec les limites. Après, tu as les gens qui vont faire des ultras, ça va être juste pour le plaisir, la longue balade. Après, quand tu pars dans un autre optique, tu vas chercher un but précis, clairement, dans ta pratique. Et moi, c'est clairement ça. C'est pour ça je suis monté progressivement et je suis assez vite passé sur le long. Et c'est pour ça que je me contente beaucoup de ces distances-là. Qu'est-ce que t'appelles le long, toi, d'ailleurs ? Moi, en général, je cours... les distances de prédilection sont entre 60 et aux alentours de 100 bornes. J'aime beaucoup les formats 70, 80, jusqu'à 100 bornes. J'adore ça. Je fais des formats un peu plus courts, de temps en temps, des 25, des 40. Mais voilà, tu vois, je vais pas dire que je me fais chier. Tu vois, je me mets dans le mal, parce que je sais qu'il faut que je me mette dans le mal. Ça fait un peu comme une course entraînement, quoi. Mais je passe à la ligne d'arrivée, je reste sur ma faim, quoi. Et déjà, même sur des formats longs, encore ? Non, sur les cours. Je sais que du moment que je commence à passer, on va dire, je dirais, au-delà de 6-7 heures sur les sentiers, là, je commence vraiment à me retrouver. Et déjà, je suis un bon vieux diesel. Moi, sur une course, je commence à être bien au bout de 2 heures, 2 heures et demie. Avant, je suis un peu au rupteur et c'est le temps un peu que tout s'équilibre et que je commence à prendre du plaisir. Et il faut que je passe du temps sur les sentiers. J'adore ça, quoi. J'ai besoin de passer un certain temps, passer ce cap un petit peu pour commencer à me mettre vraiment dans ma bulle et puis on va dire essayer de mettre en avant ce que j'ai bossé à l'entraînement et puis tu vois toujours aller chercher ce petit truc que je suis toujours un peu en quête de trouver en moi. Et je me dis, je vais peut-être arriver à le trouver un jour ou l'autre, mais... Et parce que oui, il y a ce pourquoi qui t'a fait démarrer, qui donne du sens aujourd'hui dans ta pratique et dans la douleur que tu peux retrouver, qui est une douleur acceptable dans le cadre de cette activité physique. Et souvent, d'ailleurs, les gens me disent à la ligne d'arrivée, si j'avais pas eu cette douleur, j'aurais pas tant apprécié cette ligne d'arrivée. Et si ça s'est fait sans mal, voilà, je suis content, je suis arrivé, mais il n'y a pas de peine. Voilà. Et donc, c'est pas une douleur pour se faire mal, c'est une douleur pour aller chercher de nouvelles ressources derrière, des satisfactions, des points d'émotion, comme tu disais. Qu'est-ce que tu as trouvé
Entre-temps, là, t'as eu ton pourquoi, tu sais pourquoi t'as démarré, donc tu t'enquêtes, là, tu te sais à l'instant. Est-ce que t'as trouvé des choses aujourd'hui? Le partage. C'est ça que t'as trouvé? Le partage d'émotions, le partage de... Comme on dit, tu vois, le trail, c'est quand même un... Ouais. C'est un sport individuel, certes, mais qui a un énorme côté collectif autour, et surtout sur le côté long, parce que j'ai ma famille, mes proches, des amis souvent qui m'accompagnent sur les courses, et en fait, tu vis ça avec eux, donc en fait, il y a le côté collectif, que ça soit sur les zones d'assistance, ils sont autant impliqués que moi dans la course, comme je vois souvent mon père, des fois je le rappelle, parce qu'en fait ils se mettent plus la pression que moi des fois j'arrive à rester relax, à vachement me canaliser, mais c'est comme ça, il a cet instinct, et puis il a toujours un instinct un peu de compétiteur, et en fait quand j'arrive à boucler une course où voilà, tout s'est bien passé, et qu'on se voit à l'arrivée, que là tu relâches tout, à ce moment-là c'est génial, et en fait tu crées des liens qui sont hyper forts. Et tu vois, c'est ça c'est kiffant, quoi. Puis on ressasse vite fait la course, mais en fait là, ce qu'on fait, on trouve le premier bar le plus proche et on va se jeter 2-3 bières, on rigole, on retrace un petit peu la course, et en fait c'est génial, tu vois. Et ce que tu es en train de dire là plaira à énormément de monde dans ceux qui écoutent, évidemment. Notamment, je pense à Louis-Christophe, que j'ai pas testé à Chamonix et qui me dit souvent la raison de sa quête quand il va faire un UTMB, par exemple. La ligne d'arrivée, c'est juste génial, le départ. Mais en fait, ces petits moments-là où tu te retrouves au ravito avec les gens que t'aimes, c'est ça. Est un moment de connexion qui est d'une intensité que tu connais pas dans la vie de tous les jours. Pourtant, c'est les mêmes personnes, mais c'est le contexte. Les émotions dont tu parles, elles sont multipliées par, je sais pas combien. Mais... toi, tu as des émotions, parce que déjà, tu as fourni un gros effort, et tu as quand même l'assistance. Tu vois, par exemple, tu pars sur un ultra, tu passes une nuit, une grosse partie de la journée, le lendemain dehors, et tu as ces gens qui sont là pour te suivre, mais pour eux aussi, c'est un ultra en quelque sorte. C'est une grosse implication. J'ai déjà fait pas mal aussi d'assistance pour des gens. Et c'est une grosse charge quand même, et c'est pour ça qu'on dit c'est quand même un travail d'équipe, et le fait de se retrouver à la fin en disant... on a bien taffé et tout s'est bien passé, c'était cool, quoi. Et puis, en fait, c'est un moment de vie qui... Tu vois, aujourd'hui, je vois des gens qui sont dans mon entourage ou des gens que j'ai pu côtoyer qui ont... Enfin, pour moi, hein, c'est mon point de vue, qui ont des vies, on va dire, un peu ennuyeuses. C'est toujours le train-train, c'est boulot, rentrer à la maison, le week-end, un petit truc, une bouffe en famille. Mais en fait, c'est récurrent, et il y a pas... Il manque ce côté un peu pimenté, tu vois, qui permet... À des moments, dans les familles, tu as toujours un peu des hauts, des bas, mais en fait, ça permet de... Moi, je trouve que ça a ressoudé même certains liens dans ma famille, où ça a recentré un petit peu tout le monde. Je dis pas du tout que je sens de l'intérêt, pas du tout. Mais en fait, ça a redéveloppé, ça a recréé des liens forts, en fait. Je vois que moi, en tout cas, je vois exactement de quoi tu parles. Hein. Des fois, c'est un peu difficile à expliquer. En fait, ça parle à beaucoup de gens, je pense que tu Je pense qu'il faut clairement avoir vécu au moins une fois ça dans sa vie pour vraiment interpréter la chose correctement. C'est ça. On a ressenti ça un petit peu pendant, même pas au niveau de la famille, mais au niveau, ça n'a pas duré longtemps, mais au niveau engouement national quand il y a eu les Jeux Olympiques, cette ferveur dont tu parles, ces émotions intenses, et on sent que ça a uni les gens. Donc là, on parle de toute une CCT. Bon, après, la vie revient comme avant, mais quand c'est au niveau d'une famille, d'une communauté plus courte, entre guillemets, c'est vrai que l'effet est beaucoup plus long, voire même, il dure très longtemps. Et puis finalement, tu fais des courses à chaque fois et tu te nourris de tout ça. Puis tu gardes des souvenirs extraordinaires. C'est toi qui crée les souvenirs. Moi, j'ai quelques souvenirs sur des courses où c'était dingue. Enfin, franchement, les émotions, tu en as rien d'y repenser, ça me met des frissons. Vas-y, dis-nous, raconte. Déjà, certes, il y avait... mon premier podium que j'ai fait, c'était sur l'Ultra 01, sur le 95 km. C'était mon premier podium, la première année avec mon coach, où j'ai fait une super belle course. Tu peux le nommer, en fait, ton coach? C'est Florent Schaeffer, tu dois sûrement connaître. Je l'aime pas du tout. L'animal. Mais voilà. Salut, c'est podcasté d'ailleurs, on a une interview tous les deux. Tu vois, ça attaque notre 4e année ensemble quand même. Et donc du coup, ça a super bien matché. Et puis j'ai fait mon premier podium sur une course qui est chez moi, l'arrivée avec Tarouyanna à Maton. Donc certes, plein d'émotions, c'était un peu inespéré au départ. Et c'est là où c'est que ça a un petit peu fait le déclic et tu te dis, ça y est, ça commence à payer. Et après, il y a eu d'autres courses, d'autres podiums qui ont été sympas. Et ça, le premier fait marquant, ça a été la victoire sur la trace des Maquisards avec Alex en 2023.
où en fait je suis arrivé à Palexpo, à Valexpo à Oyonnax. Il y avait un monde à 3h du mat dans la halle. Et en fait, le truc qui était cool, c'est... Enfin, tout le monde me connaissait, tout le monde disait « Ouais, c'est chouette, bravo Mathieu ». Il y avait une ambiance qui était monstrueuse. C'était une énergie qui était dingue. Ouais. Donc voilà, très beau souvenir. Après, un autre bon souvenir que j'ai qui était assez marquant et très fort, justement, c'est sur cette même année, parce qu'à 2023, c'est là où j'ai fait ma meilleure année. Et j'étais parti un peu comme dans une quête, où en fait, ça a été un peu compliqué, parce que j'ai fait la trace des maquisards, j'avais des lésions en fait, de la maladie sur le crâne. Et en fait, j'ai repoussé entre guillemets un peu l'opération pour faire mes courses, que j'avais mes objectifs. Je ne me suis pas préparé tout l'hiver pour bâcher maintenant. Ça m'handicapait pas forcément à ce moment-là. Donc j'ai fait la trace. Le mois suivant, je suis allé courir à Arbois dans le Jura sur le trail du Cirque du Fer à cheval, où pareil, je gagne la course là-bas. Et je dis ok, maintenant, petite pause, je me fais opérer. Et cette opération, là, c'est la photo que tu as montrée tout à l'heure. Sur le crâne, ouais. C'est ce gros... Ouais, le gros placard, ouais. Ouais, parce qu'on parle pas en fait, de 2 cm, hein, c'est un... Ouais, la louche, elle faisait 10 cm par 6, 7 de large. Et là, tu te fais opérer, on te retire toute cette partie au-dessus du crâne, quoi, on retire tout, en fait. Et d'où un petit peu le... Bon, après, je peux m'en prendre qu'un mois, mais comme j'ai laissé traîner, en fait, j'aurais pu me faire opérer plus tôt. Ouais, il y aurait un moins gros trou automatiquement, mais comme j'ai laissé traîner, ça a pris de l'ampleur. Bon, c'est comme ça. J'ai eu cette opération au mois de mars, juste après la course d'Arbois, une semaine après. Je crois qu'on avait planifié ça avec mon chir. J'ai eu une petite convalescence. J'ai quand même continué à m'entraîner malgré la lésion. J'ai organisé ma course que j'organise dans le village au mois de mai. Et du coup, une semaine après ma course, je suis retourné courir sur la Maxi Rise à Annecy. Donc pareil, j'ai encore un bon trou sur la tête, pansement. Au mois de mai ? Ouais. Ah ouais, donc là, tu laisses peut-être pas le temps de cicatriser. Ah non, j'étais clairement avec pansement. J'ai fini de cicatriser fin juin. Ah oui. Et ton système immunitaire, en plus, qui est focus sur ton crâne pour que tout se reconstruise, forcément, ton organisme, il est focalisé là-dessus. Et toi, tu lui remets une charge là-dessus, quoi. C'est ça ? Et là, tu as conscience que c'est une bonne stratégie, une mauvaise stratégie. Surtout, quand je suis encore plus loin dans la connerie, je me suis mis à un moment une idée un peu en tête. J'ai voulu faire l'enchaînement, le 90 de la Maxi Race, 90 du marathon du Mont Blanc et le 90 du trail de l'Oisan. C'était en gros 3,90 bornes dans l'espace d'un mois et demi. Et c'était un peu un challenge, quoi. Donc j'ai fait la Maxi Race, une course correcte à la Maxi Race. Et après, justement, là, ça a été mon plus gros moment marquant, je dirais, dans ce sport. C'est le 90 du Mont Blanc à Chamonix. Parce qu'en fait, j'ai pris le départ de la course, donc c'était un gros morceau. Je fais un super finish qui était monstrueux, où j'ai eu des sensations sur la fin. Je suis un peu comme le phénix, j'ai passé, je suis un peu rené de mes cendres sur le plateau. C'était très compliqué, mais grosse dernière descente où je reprends 4 mecs avec une arrivée monstrueuse dans Chamonix, une ambiance dingue. Il y avait le pote Ludo collé au micro. Et le matin, on avait discuté, et il savait en fait ce que je traversais à ce moment-là. Et en fait, le jour de la course, on était à 3 mois de l'intervention, pile poil. Après ? Ouais. Le jour de la course tombait pile poil 3 mois après l'intervention. Et donc, j'ai eu des mots forts au départ. Et en fait, on a partagé ça à l'arrivée. Et c'était... je fais une 16e place au marathon du Mont Blanc sur un plateau monstrueux. Une satisfaction incroyable. Il y avait mon père, mon grand-père, des amis qui m'attendaient sur la ligne d'arrivée. Et je pense que ça a été le moment le plus fort que j'ai pu vivre. Et après, j'ai pris le micro où Ludo m'a demandé un petit peu de me raconter ce que j'avais aux gens, tout ça. Et en fait, là, c'était une énorme victoire. Et du coup, j'ai voulu rempiler, on va dire 3 semaines après, où je suis parti courir sur le l'Oisan Trail Tour. Et du coup, je clôture ce joli bloc en gagnant l'Ultra Trail de l'Oisan. Donc, en fait, fin de ma connerie, qui finit super bien au final sur une super belle victoire là-bas. Ouais, mais est-ce que tu le payes ou la fin de l'histoire, oui ou non ? Il n'y a pas de chute à ton histoire ? Ah, attends. En fait, la saison a été très dense. En prépa des maquisards, en fait, j'ai enquillé presque 2 saisons sans coupure, donc avec beaucoup de charges. J'ai couru au mois d'août sur une course à Valto et j'ai vu que j'étais très limite physiquement, que ce soit cardio-pulmonaire, un peu de fatigue résiduelle. Après, je devais courir sur le Wistrubel, le 110, au mois de septembre en Suisse. UTMB, ça ? Ouais. Et j'y étais allé 15 jours avant. J'avais fait la reco du parcours sur 2 jours en off, où je m'étais régalé sur les sentiers. Je suis parti avec mon petit sac, ma tente.
Seul, tu vois, Man de S. Wild, vraiment l'inconnu. J'avais la cour, enfin le parcours. J'ai dit, je pars le premier jour, je m'arrête quand j'ai envie de m'arrêter. Et je reprends le parcours le lendemain, quoi, en autonomie, quoi. Et 15 jours après, tous les voyants étaient ouverts. Et 3 jours avant la cour, je me retrouve avec une métatarsalgie sous le pied qui m'embête. Et j'ai quand même pris le départ de la course. Ça a généré des douleurs. Finalement, rien s'est passé comme prévu. J'ai été contraint d'abandonner au 50 ou 60e kilomètre. Parce que j'ai eu des problèmes gastriques par la suite. J'ai vomi. Enfin, très compliqué. Du coup, j'ai dit, allez, c'est temps de couper un petit peu. Et après, j'ai un pote de Lyon qui m'a contacté, qui est Nicolas Ronget. Je ne sais pas si tu connais. Un trailer qui est malvoyant. Non, je ne connais pas. Qui est une grosse défaillance visuelle de naissance. Et il m'a parlé d'un projet. En fait, il voulait faire la Saint-Élion. Avec toi comme guide? Il m'a dit, est-ce que tu veux être mon guide sur la Saint-Élion? Je t'ai dit un trop truc, mais on est tous un peu en haleine là. C'est quoi la chute? Bah, la chute, c'est qu'en fait, j'ai payé un petit peu les pots cassés. Bah, tu vois, sur le Vigestruvel... Mais c'était une vraie chute ou tu dis, là, j'ai vraiment poussé l'organisme, je suis allé trop loin. Ça se traduit comment? Qu'est-ce qui t'arrive? Grosse fatigue générale où j'ai été obligé de couper complet pendant un gros mois. Où j'ai... Moi, j'ai presque envie de te dire. Pour moi, c'est déjà énorme parce que je fais vraiment des micro-coupures. Mais là où j'ai dû vraiment stopper complètement en disant, là, on a atteint peut-être un petit peu les limites... Mais à t'écouter, en fait, on a l'impression que c'est comme tout le monde, quoi, en fait. Mais moi, je reviens sur l'opération que tu as eue. C'est quand même une opération. Enfin, peut-être que je suis vraiment trop biaisé maintenant par l'image que j'ai vue. Mais quand même, t'as pour se reconstruire tout ton organisme, tous tes globules, etc., toute l'énergie qui est dépensée juste pour cette reconstruction tissulaire, enfin tout, quoi. Et toi, je remets énormément de par-dessus. Exactement. Mais en quelque sorte, c'est incroyablement fort. Pour prouver aussi quelque chose à moi-même et pour prouver quelque chose aux gens en disant, c'est pas parce que tu as un pépin, un problème de santé que ça va t'empêcher de faire ce que tu aimes du moment que tu en donnes les moyens. Et en fait, on est très loin encore d'explorer les capacités du corps humain. Et tu te dis, tu vois, malgré cette intervention, anesthésie générale, qui demandait quand même beaucoup de ressources énergétiques pour cicatriser, tu vois, je me suis lancé dans ma quête de faire ces 3,90 bornes en un mois et demi. Et tout s'est bien passé. Bingo. Bon, après, tu vois, c'est peut-être ce coup de fatigue qui est arrivé, c'est peut-être... C'est qu'un coup de fatigue, quoi, je vais te dire. Un gros coup de fatigue générale et mentale, tu vois, j'avais plus goût à aller dehors, c'était compliqué. Et peut-être dû le post-opératoire, enfin post-saison, le fait de commencer la saison de bonheur avec la trace des maquisards et faire une grosse prépa hivernale, tu hypothèques un petit peu ta fin de saison en quelque sorte, parce que tu arrives au mois d'août, t'es flingué, par rapport aux autres coureurs qui commencent au mois d'avril, mai. Et qui vont miser plus sur la fin de saison, tandis que là, en fait, moi, je fais un peu les choses à l'envers. Et c'est pour ça que, du coup, le projet de Nico m'a vachement chauffé. Et en fait, je sortais de coupure, j'avais dû faire un footing, et on est parti, du coup, sur la Saint-Élion, où j'ai fait son guide, et on a bouclé la Saint-Élion en 14h et quelques. Donc, un énorme challenge, et qui était une expérience de vie incroyable, parce qu'il a quand même 1/10 à un œil et 2/10 à l'autre. Donc ouais, t'étais clairement ses yeux, et surtout sur une Saint-Élion qui était très froide, très glacée, très compliquée. Donc génial, quoi. C'était une expérience de vie incroyable. Et là, ça te permet de te régénérer parce que tu as un rythme où l'organisme, ça m'a fait en fait une grosse sortie longue, ça m'a remis un petit peu dedans. J'ai entamé ma prépa hivernale justement pour la trace des maquisards de ce début d'année. Ma prépa se passait bien. J'ai voulu faire une course préparatoire. Je suis parti au défi de la Muselle au mois de janvier. À Hautes-Alpes. Oui. Sur un trail blanc. Je fais une super belle course là-bas et en fait, la connerie que j'ai faite, ça a été peut-être un petit peu la course de trop. Où en fait, déjà on a beaucoup bourriné parce que ça tapait beaucoup en descente, tout ça. Et quelques semaines après, je suis allé courir avec un collègue et j'ai des douleurs dans une hanche, j'ai peut-être une fatigue résiduelle, une petite tension, enfin j'en sais rien. Et la trace approchait et je commençais à être un peu en souci. Je dis, ça passe pas. Pareil, j'allais m'entraîner, tu vois, mais un peu des semaines de décharge avec sans trop d'intensité, trop de volume. Et à chaque sortie, je rentrais, j'étais courbaturé comme si c'était ma première sortie de course à pied. Et en fait, j'ai pas réussi à capter les signaux que mon corps en fait m'envoyait. Tu vois, on retrouve un petit peu le côté bourrin, sanglier. Où en fait, j'ai continué, je dis ça va passer. Mentalement, j'ai fait un énorme boulot pour me focaliser vraiment sur ma course et faire abstraction en fait de cette douleur. Et voilà le jour de la course qui arrive.
Tout se passait bien, je fais un très beau départ, la course se déroulait super bien et en fait un peu blackout au 25e où en fait le corps là, a clairement dit stop, où je me suis retrouvé à cramper dans les quadrilles au 25e, truc qui m'est jamais arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Énorme douleur à la hanche, c'était compliqué de mettre un pied devant l'autre. Bon, bien sûr j'ai poussé. Je vois mes parents, mon assistance à Corlier et je dis ça va pas du tout, je dis ça va revenir. Je me maintenais, j'étais encore je crois 3e à ce moment-là, je dis ça va revenir. On descend à Cerdon, ça allait de moins en moins, on monte et en fait j'étais contraint de mettre le clignotant en 50e parce que je tenais plus debout du tout. Parce que tu avais envie de boire un petit coup de... Non. Ouais, je t'avoue, j'aurais relié l'arrivée avec plaisir pour aller boire des bières, mais là c'était... Cerdon, c'est pas de la bière, mais... Tu vois, j'ai quand même des grosses capacités de résistance, mais là je suis vraiment allé très loin et en fait je suis arrivé, j'avais pris des bâtons avant la montée, ce que je dis, sinon j'arriverais pas à monter. Et je suis arrivé en haut, je marchais à plat et c'est les bâtons qui me tenaient debout. Et la hanche était en vrac complet. Ouais. Et du coup, j'ai contacté un ami qui est médecin du sport, qui était interne à Albertville. Ouais. Il a fait des examens au début un peu compliqués. Et c'est là qu'après, ils m'ont diagnostiqué une fracture de fatigue sur les iliaques avec un gros démosseux. Donc une fracture, je crois, les iliaques étaient fissurés sur pas loin de 9 cm. Ouais. Et là, du coup, compliqué. J'ai flingué la saison, quoi. Dès le démarrage, quoi. Saison surtout... blanche. Comment? Saison blanche. Enfin, jusqu'à quoi? Ouais, clairement. Ce qui était compliqué, c'était déjà de se dire j'ai flingué ma saison. Et la convalescence va être longue. C'était une blessure, je me disais tout le temps, ça arrive aux autres, mais ça m'arrivera pas à moi. Ouais. Sauf que ça m'est tombé sur le coin du nez. On a entamé le processus un petit peu de convalescence, mais qui était assez compliqué, parce que comme j'avais vachement bourriné avant, j'ai boité pendant 1 mois et demi, 2 mois. Plus d'activité, donc c'était triste. Moi, je pouvais rien faire. J'avais d'énormes ambitions en plus pour cette année, des belles courses, et du coup, c'était quoi la plus belle, le plus gros enjeu pour toi? C'était l'enchaînement? C'était une course en particulier que tu avais dit? Là, cette année, je devais retourner sur la Restonica Ultra Trail de Corse au mois de juillet. J'avais dû abandonner il y a 2 ans, pareil sur blessure. Et la saison a pris un autre tournant. J'ai été off jusqu'au mois de juin. Alors, on peut faire un petit break là-dessus. Quand tu nous racontes là, les 10 dernières minutes, ou si on va le faire autrement, on refait le match. Ouais. Sur la saison 2023, tu avais un objectif fort, c'était les maquis. Tu fais la première place. Ouais. Alors, tu n'avais pas que ça, puisque après, tu avais ce fameux enchaînement des 3 courses au mois de juin. Il est arrivé après, en fait. Mais vraiment, l'idée principale, c'était la trace, quoi. Ton opération entre deux? Oui, qui est arrivé par-dessus. Par-dessus. Enfin, tu en tires des enseignements de tout ça? Tu fais un peu de... Tu refais le match? Qu'est-ce que tu fais différemment, en fait? Par exemple, là, pour ma prépa où je suis en plein dedans, là, pour la trace qui arrive, j'ai tourné ça différemment et faire les choses intelligemment, ce que je faisais pas avant. Justement. Mais si tu devais refaire ta saison 2023, qu'est-ce que tu ferais différemment? Pas pour l'année 2025 qui arrive. C'est à contre-cœur, pourtant j'ai adoré cette course, mais j'aurais pas dû aller à la Muselle. D'accord. Ah, celle de l'I. Ah, mais ça c'est 2024. Ah oui, celle de... Oui, excuse-moi, j'ai sauté une année. Ouais. Mais en fait, moi je reviens sur 2023. Ouais. Où tu as une année exceptionnelle, qui pour toi c'était génial. Exceptionnelle. Ouais. Mais est-ce que tu referais quelque chose ou tu laisserais la même? Parce que moi, le raccourci que je fais dans ma tête, mais excuse-moi, du coup, je te mets en succession, tu me dis ce que tu en penses. Est-ce que tu n'as pas fait un enchaînement de trop avec cette opération et ton organisme, à un moment donné, t'as puisé, et c'est un effet quelques mois après, en fait, tu ne payes pas, c'est des raccourcis que je prends. Je pense que ça remonte un peu plus loin, parce que, comme je t'ai dit, j'ai fait 2 saisons en fait sans réelle coupure. D'accord. Et on a mis beaucoup de volume, surtout que en fait on a chargé en peu de temps avec mon coach, parce que j'arrivais bien à assimiler les entraînements. Et pareil, moi je disais, je suis un sanglier, ne me ménage pas quoi, l'entraînement. Et c'est pour ça qu'on a eu une marge de progression qui était assez rapide et j'ai toujours tendance à tirer sur la corde. Et je pense que peut-être l'opération ça a peut-être un petit peu impacté, mais c'est surtout le fait de ces 2 saisons vraiment sans coupure à là, je fais mon vieux con, et toi c'est ton père qui te parle en gros quoi. Sur ce que je te dis, ça n'a aucun intérêt pour toi, et tous les jeunes de ta génération vont dire c'est il fait chier, raconte n'importe quoi, mais quand même
Cette opération, c'est pas anodin, quoi. C'est tout ton système immunitaire qui est profondément affecté et ça veut pas dire que tes muscles, eux, le moteur, il tourne toujours aussi vite. Pour moi, en fait, c'est lambda parce que je suis tellement passé sur le billard. Et en fait, là, c'est une opération sur le crâne. Et je me suis dit, j'ai des opérations qui étaient plus handicapantes pour la pratique. Là, je dis, c'est sur le crâne, je mets mon pansement, vas-y. Mais tu sais, les gens de ma génération, on avait un dessin animé qui s'appelait Il était une fois la vie. Et tu voyais tout l'organisme, comment il fonctionnait, et tout dans les cellules, en fait. Et tu voyais tout un tas de petites bactéries, des microbes, des petits bonhommes et tout. C'était représenté par des bonhommes. Tu connais pas ça, hein? Si. Tu connais, tu te rappelles, ils étaient une fois la vie. Il y a un petit vieux. Mais c'était tous les soirs, on voyait ça. T'avais un peu. Mais ça me parle, mais j'en ai déjà. Et t'avais un petit vieux aussi, oui. Alors, t'avais Il était une fois l'espace, Il était une fois la vie et Il était une fois l'histoire. Je crois que t'en as plusieurs. Et Il était une fois la vie. On se rend bien compte en regardant ça. Alors, les autres peuvent dire, bah oui, mais aussi, Jamy en a parlé dans. C'est comme Jamy, et puis c'est quoi? C'est pas sorcier, voilà. Et on se rend bien compte qu'une opération, quelle qu'elle soit, derrière, c'est tout ton organisme qui va faire en sorte, il va mettre toute son énergie, toutes les bactéries du corps, les globules, machin, etc. Ils vont se concentrer sur la partie du corps qui a été abîmée. Et en plus, moi je trouve ça dingue en fait, cette idée que toutes tes opérations que tu as eues, je trouve que la magie du corps est assez exceptionnelle. Tu découpes une partie de ton bras, enfin toi, c'est une grosse partie de ton corps qui est découpée. Et il se reconstruit. Tu te rends compte que tu es un super héros, un Superman. J'ai la capacité de reconstruire une partie de mon corps. Moi, je trouve ça fabuleux. Enfin, l'être humain est quand même assez fantastique. Mais par contre, ça demande quand même beaucoup de ressources, quoi. Et toi, tu t'enquilles dessus. Bien sûr. Enfin, tu te fais des super courses derrière. Mais il est clair que ton organisme, t'as plus que pompé dans le C'est sûr que ça a dû impacter un petit peu. Après, je suis mon vieux con. Hein. Non, pas du tout. Non, mais tu sais, moi, je prends tout ce qu'il y a à apprendre. Mais j'ai bien beau y retourner 50 fois dans ma tête, mais qu'est-ce que j'aurais pu faire pour améliorer? Peut-être que j'aurais pas dû aller courir à Val Thorens sur le mois d'août et peut-être me reposer après ce gros bloc et être en forme pour le Bischofel, mais après avec des scies on pourrait refaire le monde. C'est pas l'idée, c'est l'enseignement que t'en tires quoi, pour la suite. Toujours du principe, en fait, si t'essayes pas, tu peux pas savoir. Et c'est un peu alors tu l'as fait. Ce que je me suis dit en fait avant de prendre le départ de la trace cette année. Ouais, j'ai dit clairement, en fait, c'est un coup de poker, ça passe ou ça casse. Mais si j'y vais pas, j'aurais des remords, comme il dit, peut-être que ça aurait dû passer, peut-être que ça aurait pété. Mais je savais avant de prendre le départ qu'il y avait entre 70-75% que ça pète. Ouais, tu le savais, d'accord. Si j'essaye pas, ça peut paraître con, il y a des kinés, je pense à Max Grenot, qui est un pote aussi, et qui est un peu câblé comme moi là-dessus, et que... Voilà, il bourrine aussi. Mais il y a toujours un moment où tu te dis, il faut que je le fasse, je veux pas avoir de remords si je l'ai pas fait, quoi. Intéressant ce que tu dis. On avait une discussion dans le podcast avec Maxime. C'est toujours, mais j'ai écouté aussi son podcast. Et en plus, il est kiné. Mais bien sûr. Il connaît tout ça, quoi. Mais après, tu as cette tentation aussi. Ce sport, c'est une drogue et tu as besoin de ça. Et des fois, tu es sur le fil. Tu dis soit ça passe, soit ça casse, mais si tu n'essayes pas, tu ne sauras pas. Même si ça peut engendrer des lourdes conséquences comme ça a fait. Alors moi, je suis très partisan de ce que tu dis. C'est que par l'expérience que tu apprends de toute façon. Donc si j'avais su, on fait pas le monde avec des scies, c'est certain. Qu'est-ce que tu fais différemment aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en as tiré comme enseignement de cette expérience? Justement, c'est pas passé. Maintenant, qu'est-ce que tu fais différemment là pour la saison qui vient là? Déjà un peu plus m'écouter sur les douleurs que je vais avoir. Bon, après, ça dépend lesquelles. Par exemple, ça peut paraître con, mais un TFL, un syndrome de l'essuie-glace, bon, je m'arrête pas, je force encore 2 voire 3 fois plus dessus. Et plus je vais forcer dessus, comme une tendinite au tendon d'Achille ou quoi que ce soit, ça va passer comme ça. Là, bon, sauf que j'ai interprété, je suis pas médecin, mais j'ai interprété ça comme une tendinite, donc je dis je vais forcer, ça va passer, sauf qu'en fait c'était osseux. Donc c'était pas la même. C'est plus profond. Ouais. Et c'est pour ça que là on essaye on a essayé de refaire un petit peu le scénario de la préparation de la Trasé Maquisard 2023 avec mon coach, pour prendre un petit peu la même direction, réintégrer plus de renfort, on va dire, à la prépa, travailler du spé. Après, je sais que j'ai un volume qui est quand même là, donc... Alors toi, tu fais du volume, tu es un sanglier, etc. Mais tu es un sanglier un peu plus intelligent, comme tu disais tout à l'heure. Donc c'est quoi la nouvelle pratique liée à vos réflexions à toi et avec Flo? C'est déjà plus écouter, on va dire, déjà sur des douleurs. Avant, je disais j'ai mal là, mais ça passe, je continue à forcer dessus. Aujourd'hui, je vais avoir une douleur, peut-être un genou, une cheville ou quoi.
Et ben en fait, au lieu de faire la séance d'intense ce jour-là, peut-être faire plus une sortie tranquille et reporter cette séance à un autre moment de la semaine pour équilibrer. Tandis qu'avant, j'avais mal. Quand je partais faire ma séance, bête et con, j'ai mon programme, je pars faire ma séance. D'accord. Donc tu écoutes un peu plus tes sensations, les informations que t'envoie ton corps pour adapter ton entraînement. Puis plus avoir, comme j'ai fait en début d'année, avoir cette idée d'aller me tester sur le défi de la muselle pour voir en fait un peu mes sensations avant la trace. Et qui en fait, j'y ai laissé des plumes là-bas à la sortie d'un bon bloc de volume et qui en fait, c'est peut-être la cause de la blessure de cette année, quoi. Bon, tu parlais de renfo aussi. C'est des choses que tu fais plus que tu faisais pas avant. Concrètement, tu fais quoi J'ai une charrette renfo. Non, toujours pas. Il y a, tu vois, j'ai mon livre qui est juste derrière. Tu vois, je fais ce livre et c'est pour ça que je repars sur le même protocole que la trace 2023, parce que j'avais fait ce livre en amont, en prépa hivernale. Ça en début d'année, tu vois, l'hiver dernier avant la trace, je l'ai pas fait, donc ça a sûrement impacté. Là, j'ai dit, je reprends les choses correctement, donc j'ai rattaqué mon programme. Intéressant. Donc ça consiste en quoi? Pour ceux qui ne connaissent pas. En fait, c'est le Fit Run Challenge, c'est un challenge sur 100 jours, et en fait, tous les jours, tu as des exercices différents. Qui vont être autant sur de la pliométrie, tu as du travail de gainage. Tu vas avoir des journées qui vont être cool, par exemple une sorte un petit peu de yoga, mais plus de la mobilité, de l'assouplissement. Et en fait, c'est vachement bien tourné. Tu l'as pas fait l'année dernière et tu l'avais fait en 2023. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai eu une fin d'année compliquée entre 2023 et 2024. C'était pas la grande forme. Et c'est pour ça, du coup, j'avais pas la tête à ça. J'avais repris en même temps l'activité professionnelle, donc j'avais un peu moins le temps. En fait, j'étais sorti un petit peu de ma routine. Et c'est pour ça que j'ai fait les choses différemment. Bon, ça n'a pas marché. Et après, à savoir, c'est que je me fais chier à faire du renfo. Enfin, c'est genre de ça. Ah, mais on est tous pareils. Il n'y a rien de plus chiant. Avant, mon renfo, c'était je partais dans le pré avec ma hache où j'allais fendre du bois. Voilà, c'était mon renfo. Ouais. Mais voilà, j'essaye de revenir un peu aux fondamentaux et je sais que c'est important. Je sais qu'en plus c'est bénéfique parce que ça m'avait énormément apporté. Mais tu vois, c'est le côté un peu peut-être nonchalant. Ça fait chier de faire du sport dans la maison, quoi. Putain, on ferait dehors. Et pourtant, donc tu as le bouquin où tu as Maxime, t'en parlais, qui a fait une belle application pour ça, le training, où tu as les assouplissements, les renfos, la plio, etc. Bien sûr. Tu fais pas... Si, tu fais cette année, là, du coup. Là, là je suis en plein dedans. Non, j'essaye de vraiment m'y tenir parce que ça apporte... je sais les bénéfices que ça m'a apporté. J'ai vu sur la trace 2023. J'ai jamais fait une course en ayant des aussi bonnes sensations, en n'ayant aucun moment de faiblesse. Ça n'a jamais tiré, jamais crampé un moment. Et je sais que ça y était pas pour rien. Bon, maintenant je vais être honnête avec toi, honnête avec vous. Je sais ce que je dis et je sais ce que je fais. Et je suis comme toi. Mais oui. C'est dingue. Il y a des années, tu t'es sur tes... Je sais pas, tu dis, toi, tu as des raisons sociales, affectives, émotionnelles. On entend que ça affecte... À un moment donné, tu perds un petit peu le sens de ces choses-là. Mais même sans ça, il y a des années, je suis resté un peu avec la fausse croyance que ça a bien marché cette année, ça y est, c'est ancré en moi, j'ai pas besoin de faire... Je suis peut-être un peu resté sur mes acquis aussi. Ouais, un peu de ça, mais je me dis parfois. Ça y est, c'est enregistré, j'ai fait mes gainages pendant toute l'année dernière, mes plios, mes chaises, c'est un peu relou quand même, ça y est, c'est enregistré. Et l'année suivante, tu dis, bon, allez... Après, il y a un truc, je pense, qui a joué aussi, c'est qu'on n'a pas eu de neige l'hiver dernier. En fait, j'ai pas pu trop croiser avec le ski de fond comme je fais d'habitude, le ski de randonnée. Et c'est vrai qu'avant la trace 2023, il y avait eu un bel hiver, j'avais beaucoup skié, j'avais pas mal borné, des belles sorties, tu vois, dans le ski de fond de 100 bornes sur la GTJ. Ou en soi, même, tu venais mettre ça en complément avec le renfo. Enfin, j'avais une super condition physique quand j'étais vrai bien. Là, l'hiver dernier, manque de neige. Bon, Damien a eu le même problème que moi, Damien Imbert. On a beaucoup couru, pas de neige dans le Jura. Et c'est pour ça qu'on a un petit peu plus impacté notre corps en plus de la saison qu'on est passé. Et on n'a pas pu croiser forcément avec des sports portés. Intéressant. Et c'est pas mal de choses, si tu veux, auxquelles j'ai réfléchi. Et je me dis, peut-être ça a coincé, ça a coincé. Il y a manqué ça, il y a manqué du ski de fond pour la condition générale. Et là, je me dis, on a un petit peu de neige, je vais pouvoir skier, croiser un petit peu cet hiver. En fait, j'essaie vraiment de faire un copier-coller de ma prépa d'avant 2023 pour arriver avec cet instinct de conquérant, en fait, de vengeance surtout sur ma blessure de début d'année. Comme en 2023, en fait. Voilà, et revenir faire une belle course pleine. Et si j'arrive à retrouver les émotions qui sont passées l'année dernière, ça serait extraordinaire, quoi.
Est-ce que tu as conscience que ce pourquoi que tu as eu, dont tu parlais tout à l'heure, un peu ce goût de revanche, et quand je dis un peu, je pèse mes mots, parce qu'en fait, moi je suis très, très OK quand mes athlètes ils me disent, Cyril, je vais te défoncer cette année, parce que franchement, j'ai la rage, j'ai la haine, j'ai etc. Je dis, putain, mais vas-y, mais raconte-moi ta rage, pourquoi? Parce que c'est du bon carburant, quoi. Alors, c'est un carburant, certains diront, ouais, mais c'est pas bien, faut pas parler de ça, faut être négatif. Non, non, non. Moi, il faut la niaque. Et la niaque, quoi. Enfin, tu peux toi, comment tu ressens ça? Parce que moi, je peux t'en parler, j'ai plein d'exemples comme ça. Où j'ai des bonnes années, je sais qu'il y avait vraiment un truc très très sombre en moi, mais sombre, et plus je l'analyse avec du recul, plus je me dis, mais en fait, mais c'était ça le point de départ. Et après, tu parles de l'énergie, l'envie, etc. Alors après, il faut savoir apporter de l'intelligence dessus. Après, parce qu'on on va atteindre des pics avec cette énergie, qu'à un moment donné, il faut savoir prendre de la hauteur, prendre du recul. Bon, les années aidant, les expériences, ça aide forcément. Mais là, pour toi, c'est quoi le goût de revanche, si on peut en parler d'ailleurs, parce que c'est cette année derrière toi qui vient de se passer. C'est une année, comment tu la qualifies cette année? Une année pourrie, quoi. J'ai fait quelques courses. Au mois de juin, on a fait Ultra Zéro en relais avec les collègues de chez Dynafit. Au mois de juillet, j'ai retrouvé un petit peu la forme. J'ai dit, je vais aller me tester. Je suis parti courir sur le trail de la Tuile en Italie, derrière au-dessus de Courmayeur, donc une belle course, 70 bornes avec 4000 et quelques. Et en fait, sur la course, il n'y a rien qui s'est passé comme prévu. On part dans la première bosse avec le groupe de tête, et en fait, je me suis retrouvé avec des sensations au 15e kilomètre en haut de la première bosse, comme si j'avais déjà 50-60 bornes dans les pattes. Et je passe au premier ravitaillement, et je dis ça va être très long, très dur. Et ouais, là, en fait, je me suis fait mal pendant, je dirais, 7-8 heures, où c'était vraiment au mental, et il n'y a rien qui voulait avancer. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là? Mais il faut que je boucle ma course quand même, parce que je ne vais pas abandonner, parce que je suis mal. J'ai pas de blessure, j'ai rien. Bon, du coup, je fais une courbe qui était très loin de ce que j'espérais. Je prends un petit peu de recul. Après, j'ai fait une course à Breno là, pour leur première édition. Et puis, s'en est suivi en fait je dirais un peu en quelque sorte, j'en ai parlé avec mon médecin du sport et mon coach, et un peu comme un burn-out de sport, un burn-out de fatigue, et qui en fait serait apparu en post-blessure, qui en fait la blessure m'a tellement puisé mentalement et physiquement, surtout mentalement, que j'ai eu du mal à me remettre dedans, même si j'avais le goût à reprendre l'entraînement. En fait, mon corps me disait non, c'est trop tôt, en fait, tu attaques trop tôt. Et fatigué vraiment mentalement, et je me suis retrouvé avec des symptômes presque comme une mononucléose, des très grosses fatigues, étourdissement, presque tourner de l'œil, des incohérences cardio-pulmonaires à l'entraînement qui étaient démesurées. Et je suis reparti faire le guide du coup de mon pote Nico, parce qu'il était sur l'OCC. Du coup, j'ai fait son guide à l'OCC. J'ai dit ça peut me faire une bonne sortie longue, et j'étais dans ce moment de fatigue, et ça s'est plutôt bien passé. Mais bon, les semaines qui ont suivi, je retrouvais toujours cette fatigue récurrente, et je dis c'est pas possible. Du coup, on a coupé un bon coup, j'ai remis des choses en place, on va dire pour me reposer un petit peu, refaire un petit peu le vide dans ma tête pour essayer d'effacer entre guillemets un petit peu cette saison de ma tête et repartir sur de bonnes bases. Donc à l'issue, j'ai retrouvé un petit peu la caisse, on va dire un programme d'entraînement que j'arrivais à peu près à tenir, et c'est pour ça là, je suis allé courir sur l'hivernal des Templiers il y a 15 jours. On va dire en course préparatoire en vue des maquisards, parce que c'est un profil qui correspond beaucoup, qui est vachement similaire. Et en fait, avec la forme du moment, je me dis avec une année blanche, je fais une course très correcte là-bas, donc assez content. Et en fait, j'avais besoin de ça pour me remettre un petit peu en confiance. On retrouver les sensations. Ouais, puis le plaisir à retourner m'entraîner, parce que quand tu arrêtes pendant de nombreux mois avec une année comme ça, les sensations sont très longues à revenir, et c'est un sport qui est hyper ingrat. Et voilà, j'avais besoin de me prouver que ça allait revenir un petit peu, et maintenant la machine est relancée, donc j'espère que la prépa hivernale va bien se dérouler, et puis arriver en forme début d'année, quoi. Ok, plein d'envie, quoi, en tout cas. Ouais, exactement. Qu'est-ce que, si demain tu veux refaire des années plus équilibrées, plus stabilisées, régulières, etc., en gros, voilà,
le costaud que tu es, qu'est-ce qu'il a mis, s'il y a trois points sur lesquels tu t'es sensibilisé depuis, indépendamment du livre et tout ce qu'il y a fait en termes d'entraînement spécifique, tu retiendrais trois. Si on fait un triangle, tu vois, et on met le triptyque de la réussite pour durer sur les 10 prochaines années, par exemple. Et perfecto, tant qu'à faire se peut. Bah, un truc que je me suis aperçu, l'entraînement structuré, c'est très bien quand tu tiens un programme d'entraînement. Mais en fait, moi, je me suis rendu compte, ouais, comme je dis, je me suis un peu matrixé le cerveau avec ça, être tellement impliqué dans mon programme d'entraînement, mais j'en avais oublié les plaisirs, tu vois, de faire une sortie en montagne, mais sans... Tu vois, tu pars, même si tu mets la montre en route, parce que voilà, tu as enregistré ton activité, tout le bordel, mais en fait, tu regardes pas ta montre. Tu vois, on part des fois avec ma copine, on part en montagne, et on va se faire une sortie à la cool, vraiment à kiffer le moment, quoi. Tu kiffes être sur les sentiers, tu profites un peu plus, t'es pas dans ta vision entraînement, tu dis voilà, là j'ai telle séance à faire, mais tu profites pas du cadre dans lequel tu es. Et en fait, j'ai redécouvert sur des sentiers ici que je connais par cœur, que j'ai pris peut-être 1000 fois, et ben en partant avec cette optique, des fois en faisant des entraînements vraiment à la cool comme ça, sans pression, et ben en fait je découvre des choses que j'ai jamais vues auparavant, alors que je suis passé je ne sais combien de fois devant. Et plus à aller chercher voilà, ces entraînements plaisir, et pour couper un petit peu cette routine d'entraînement structuré. Je dirais pour durer dans le temps, c'est ça. Tu retiens ce point-là pour toi majeur. Ouais. Eh bien, figure-toi que c'est une des réflexions que j'ai depuis un certain temps avec mes confrères dans l'optimisation du mental. C'est ce qu'on appelle, c'est ouvrir cet aspect sensationnel qu'on a en nous. Quand je dis les sens, j'ai vu des choses que j'avais jamais vues avant. Peut-être que tu as entendu des bruits que tu n'entendais pas avant, tu as senti des odeurs que tu n'entendais pas avant. Mais c'est ça. Et ben en fait, c'est une autre forme d'intelligence, ça. C'est l'intelligence animale, hein. L'animal qui, lui, on peut regarder ton chien, il a un flair qui n'est pas le même que le nôtre, quoi. Ouais, bien sûr. Et ben, travailler son flair, travailler sa vue, ses oreilles, etc., l'audition. Quand on entre dans cette quête de sens, parce que tout à l'heure tu parlais de la quête de sens, du pourquoi, le côté très raisonnable, rationnel, etc. Là on est sur une autre quête, parce que c'est pas une quête, tu l'as trouvée là, sensationnelle, et qui développe dans la pratique sportive tout un spectre qui nous rend encore plus fort. Même si on peut se dire, mais en quoi ça sert ? Bah si, parce qu'on voit bien que les animaux, ils ont une intelligence qu'on n'a pas, et ça, c'est une autre forme d'intelligence. Et c'est ce que tu es en train de me dire avec tes mots, et je reçois et j'apprécie énormément, figure-toi. Parce que pour moi, ça fait partie, en tout cas, des découvertes que j'ai pu avoir dans le sport, beaucoup plus tardivement que toi. Ouais. Donc je suis content que tu les aies ouvertes, que tu aies ouvert ce champ, ce spectre, et qui est beaucoup plus subtil, plus fin, et qui, a priori, t'apporte beaucoup de plaisir. Ouais, et puis... pareil, je prends l'exemple de l'année dernière. Je voulais me reprendre un VTT parce que avec mes opérations au cul, ça a été compliqué de refaire du vélo. Ça, je faisais un peu plus de route parce que ça tapait moins. Et j'y allais, je vais me reprendre un VTT, et j'hésitais entre un musculaire et un électrique. Ouais. Et je me suis dit, tu te mets déjà assez la mine comme ça à l'entraînement, achète un électrique, fais-toi plaisir. Et mon père, tu vois, a investi dans un VTT électrique. Non, il y en a quelques-uns qui m'ont chambré. Mais en fait, le plaisir que tu as, tu vois, par ici, c'est quand même très vallonné. Tu vas te faire une sortie VTT par là, tu repasses du début à la fin. Ouais. Tandis que là, en électrique, tu vas te balader, tu vas profiter des paysages, des sentiers. Si tu as envie de te mettre dans le dur, moi, des fois, je me mets des séances très structurées avec le VTT électrique, contrairement à ce que tout le monde croit. Dans une montée où tu baisses l'assistance vraiment au minimum avec le poids et tout, j'arrive à travailler des zones cardiaques très spécifiques. Ça t'empêche pas de faire ta séance, mais par exemple, un post-course, tu veux relâcher la pression, tu mets de l'assistance, tu vas te faire 40-50 bornes en VTT, et t'es pas sur la route, parce que moi, la route, ça, je me fais chier, tandis que là, je retourne sur mes sentiers, mes chemins, et tu vois, tu te ressources avec ça, et c'est plaisant, vraiment. Ouais. Tu prends du plaisir, tu vois, je vais faire un tour avec mon père, ou avec des potes, ou avec ma copine, et c'est chouette, quoi, tu passes un vrai bon moment. Et c'est de l'entraînement. Mine de rien, tu fais de l'entraînement, mais c'est à très basse intensité. Tu es quand même sorti, tu vas faire une activité. Ouais. Et le gain, quand tu vas rentrer mentalement, tu vas te dire, mais c'était cool, quoi, t'as kiffé le moment. Ouais. Comme monter, des fois, on monte là-haut sur les crêtes, et puis on va se faire un coucher de soleil un soir, ça t'apporte. Voilà, c'est du positif dans ta vie, clairement. Ouais. Et
Aujourd'hui, c'est ce que j'essaye d'intégrer un peu plus que pendant les 3 premières années avec mon coach. On a beaucoup bossé voilà, sur le volume, etc. Pour développer certaines capacités, mais j'ai un petit peu délaissé ce côté plaisir. Et aujourd'hui, j'essaye d'un peu plus l'intégrer à mon quotidien, à ma saison, parce que j'en ai vraiment besoin, quoi. T'as ta planification, ton entraînement, et puis il y a aussi toi, ton écoute sur tes sensations du moment, et être capable d'adapter, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, puis au final, tu vas moins impacter, entre guillemets, ton corps, tu vas moins le solliciter, tu vas faire ça différemment. Et même mentalement, ça te fait du bien, quoi. Donc automatiquement, ça va se répercuter sur ton corps. Et ça va peut-être éviter des petites douleurs, des petites lésions à droite, à gauche, parce que ton cerveau envoie des ondes positives un petit peu à ton corps. Et moi, je l'interprète comme ça, mais c'est, on va dire, je le sens comme ça. Si tu te mets à une grosse charge d'entraînement qui sollicite à la fois les muscles, l'organisme, la pompe, le cardio et le mental. Surtout en ce moment, le mental, il faut être motivé. Tu vois, là, j'attaque mes blocs chocs le week-end. Le week-end prochain, j'ai 5 heures à faire. Dans 15 jours, post-nouvel an, j'ai 2 sorties de 4 heures à faire dans le week-end. Donc tout dépend de la météo. En ce moment, c'est compliqué. Tu pars soit pendant 4 heures sous la flotte, dans la neige, dans la boue. Après, ça me gêne pas. Mais il faut trouver la motivation. Il y en a, je vois mes potes sont sur les skis. Non, mais quand tu as un 100 bornes à faire au mois de février, il faut courir. Tu n'as pas le choix. Je me rappelle de ces séances-là. Ça fait longtemps que je m'en suis pas fait, mais je les appréhendais quand même vachement. Bien sûr. Mais et en fait, la plus grosse appréhension, c'est quand tu es chez toi. Mais du moment que tu sors et que ça fait 3-4 minutes que tu cours, tout s'efface et tu kiffes le moment, quoi. Je reprends même quand tu disais quand tu es en course, à partir de la 2e heure. Mais même en entraînement, c'est longs entraînements de 4 heures, je me souviens. Ouais, c'est le temps de démarrer. À la 2e heure, il se passe quelque chose, quoi. Mais surtout quand tu fais déjà du long à la base, c'est pas comme quelqu'un qui va faire des efforts courts jusqu'à 40 bornes ou quoi. Il n'a pas la même méthode d'entraînement, il n'a pas la même préparation. Lui, il faut qu'il soit au taquet dès le début. Tandis que là, quand tu fais du long, il faut un petit moment d'adaptation, c'est comme ça. Merci de me replonger dans ces entraînements que j'avais au moment nostalgique. Ouais, c'est vrai. C'était en 2015, 2016, ça remonte pour moi. Mais parce que je dis pas que j'en ai pas fait ces derniers temps. Quand je préparais 100 km de milieu, mais je les appréhendais pas du tout de la même façon. Et c'était plus en mode bourrin pour le coup. Je me rends compte en t'écoutant. Et c'est, tu vois, mon œdème osseux que j'ai chopé il y a 2 ans, là, en préparant justement cette course-là, j'avais pas un entraînement plaisir, quoi. Un entraînement très focus sur 100 bornes, la route en plus. Qui impacte beaucoup. Et le mental là-dessus. Comme tu dis, tu mets ton mental, tu te fais des efforts, ça te pompe dans ton cerveau. Tu sens que si tu avais une dose d'énergie dans ton cerveau, tu sens qu'avant déjà, elle n'est pas à 100% et ça baisse. Alors, dans l'organisme aussi. Et quand tu cumules tout ça, c'est une réaction en chaîne après, de toute façon. Et en fait, sans te rendre compte, des fois, tu te noies un petit peu pas dans cette noirceur, mais dans ce côté où tu es un peu comme un robot et tu oublies un petit peu les plaisirs que tu vas chercher des fois à l'entraînement. Et je pense que après, chacun est différent, chacun s'entraîne de manière différente. C'est bien de le rappeler. Mais aujourd'hui, je sais que j'essaye de mettre un peu plus ça en place pour retrouver vraiment le goût, le plaisir de l'effort. C'est surtout ça, quoi. Comment t'es aidé aujourd'hui dans ta pratique? Parce que tu as une activité professionnelle à côté, tu t'entraînes. Tu parlais de Dynafit, c'est quoi Dynafit d'ailleurs? Alors Dynafit, c'est mon équipementier. Je suis dans leur team, c'est Team Dynafit France. Chaussures, je connais pas. Il y a tout. T'as tout? D'accord. À la base, c'est une marque qui est allemande, qui est vachement axée sur le matériel d'alpinisme, tout ce qui va être ski de randonnée, c'est un sport de prédilection. D'accord, oui. Tout ce qui est alpinisme, etc. Ils se sont développés sur le trail il y a quelques années. Et justement, c'est mon équipementier maintenant depuis 2 ans. Donc je mets tout. Une team? Ouais, c'est la Team France. Dynafit, c'est vraiment une toute petite team. Hein. Elle n'est pas très reconnue. Elle est plus reconnue en Allemagne. Mais j'adore. Moi, je suis un passionné. J'adore cette marque. C'est une marque alpine qui me correspond bien. Et textile, chaussures, gilets, bâtons, tout. Ok, mais je m'y plais bien. Ouais, tu t'y plais bien. Donc ça te permet aussi d'avoir moins de charge mentale pour savoir comment tu dois t'équiper, le financer, etc. Donc ça aussi, ça contribue aussi à... Ouais, bien sûr. Tu as parlé tout à l'heure rapidement, j'ai dit qu'on en parlerait, tu es organisateur de courses depuis un certain temps. Qu'est-ce qui t'a amené à... Parce qu'il y a quand même pas mal de courses, quoique peut-être pas assez dans la région d'ailleurs, comme disait Alex Piquet. L'UTMB c'est bien, mais pourquoi pas créer notre 100 miles dans la région? On a des belles montagnes, donc l'Ultra 01 est né comme ça. Puis après la trace des maquis en 2022. Et toi, tu as eu l'envie de faire quoi?
Bah, on revient un peu sur ce que je te disais tout à l'heure, le côté partage. Ah oui. En fait, j'ai voulu partager ma passion du trail, Mhm. montrer un petit peu ma vision que j'ai de ce sport aux gens, en fait. Et surtout par rapport à ma façon de voir le trail aujourd'hui. Le trail, c'est devenu un mot un petit peu à la mode. Mhm. Tu vas aller faire une course, tiens, la course à saucisson du coin, ça, ils vont dire oui, allez, trail de 20 km, 500 mètres de dénivelé. 80% du parcours, c'est du chemin blanc. Non, c'est pas un... il y en a qui vont peut-être m'engueuler ou quoi, je vais les dénigrer. Mais non, c'est pas du trail, les gars. Pas du trail. Non, le trail, c'est tu pars en forêt, tu pars sur des sentiers, tu vas découvrir de nouveaux endroits. Et j'ai voulu transmettre ça aux gens, parce que c'est vrai que dans le coin, tu as beaucoup de courses comme ça. Et du coup, j'ai monté ces parcours, j'ai créé des sentiers que j'ai créés moi, qui avant étaient empruntés que par les chamois ou les sangliers. Et c'est un... Après, il y en a plein qui m'ont dit « Ouais, mais on reviendra pas faire ton trail, c'était trop dur. » Ah ouais. Parce qu'en fait, ils ont l'habitude de faire des courses vachement plus simples. Ces fameuses. Et en fait, bah, j'ai voulu transmettre pour moi ce qui est vraiment la vision du trail. Alors, ça se résume en quelques mots, tu pourrais dire c'est quoi? Alors, comment s'appelle la course déjà, rappelle-nous? C'est le trail à la grande montagne. Ouais. Alors, on n'est pas dans la grande montagne, mais d'où est venue cette idée de la grande montagne? Ben, en fait, simplement parce que c'est le lieu dit derrière des crêtes qu'on a dans le dos. Je viens de le préciser parce que moi, je suis une petite montagne, moi, de l'autre côté. Donc, en fait, ce lieu où c'est le passage un petit peu emblématique de la course s'appelle la grande montagne. Voilà. Et après, comment tu la décrirais, toi, alors avec tes mots, justement, là, on a bien senti Non, je vais pas dire les mots, tiens, c'est quoi? On sent quoi? C'est quand on fait cette épreuve? C'est côté sauvage, technique, dur. Et si tu vois un petit peu pour te décrire, quand j'ai commencé la première édition, j'avais mis que 2 parcours. Il y avait un 12 km avec 500, qui est un peu plus accessible à tous. Il y a autant du sentier, du chemin, mais voilà, qui est quand même assez abrupt. Et un parcours de 25 avec 1150, qui voilà, est déjà plus engagé, plus technique, où il faut avoir quand même les reins bien accrochés, surtout sur la première partie qui est très très escarpée, dans du sentier très sauvage. Et c'est pour ça que j'ai donné des noms d'animaux en fait à chaque parcours. Donc le parcours de 12 km, c'est le parcours du lynx, comme il est particulièrement rapide. Du lynx. Le 25 km, c'est le parcours du chamois, comme il emprunte en fait les sentiers de chamois qu'il y a sur les crêtes là-haut, où il faut être quand même assez habile comme un chamois. Ah ouais, donc là tu es sur des pifs. Ah ouais, là tu cours pas quoi. Enfin, ceux qui courent comme toi. Bah, il y a de tout en fait. Tu vas autant avoir un peu du roulant, mais c'est beaucoup de signoles sauvages où tu vas traverser des rivières, des cascades. Mais c'est vraiment de la monotrace sauvage, des sentiers animaux, mais très jolis. Tu vois, tu passes sur les crêtes avec les points de vue, tout. Ouais. C'est pour moi, voilà, c'est ça du trail. Et c'est ma façon où je m'entraîne, c'est ma façon de voir ce sport. Ouais, c'est ce que je veux transmettre. Et justement, la 3e année, j'ai mis un nouveau parcours en place. Je voulais absolument faire un format marathon. Donc là, justement, j'ai demandé un peu aux communes avoisinantes parce qu'il y avait des endroits où je voulais passer. Exactement. Donc, en partenariat avec la commune de Saint-Germain-de-Joux et d'Énéroles. Voilà, ça passe du coup sur 3 communes. Et comme je voulais sortir un parcours très costaud, je l'ai baptisé du coup le marathon du sanglier. Qui porte vraiment son nom, parce que la première descente jusqu'à Saint-Germain, c'est un couloir où d'habitude que les sangliers passent. C'est un parcours qui est très engagé, très engagé, je me comprends, il y a bien pire, mais on va dire pour le secteur, pour les courses du coin, tu vas chercher à te tester un petit peu sur un format de course assez technique, assez costaud, parce qu'il y a quand même 2300 mètres de dénivelé. Donc quand on dit que le Jura c'est plat, je peux vous prouver le contraire si vous voulez. Mais voilà, un très très beau parcours qui a ravi tout le monde. Et depuis l'année dernière, en fait, depuis le changement de règlement FFA, le problème c'est que les cadets ne pouvaient plus courir le 12 km. Et j'ai dit, ça m'emmerde de laisser les jeunes, parce que il y a plein de jeunes au village, des fondeurs et tout. Et je dis, on va recréer un parcours en empruntant une partie du parcours du lynx, le 12 km, en faisant une petite bifurque en bas. Et on a réussi à sortir un parcours à 8 km avec 300, qui est quand même pas mal, en niveau ratio distance dénivelée. Et du coup, j'ai consacré cette course que aux cadets. Il n'y a que les cadets qui peuvent la faire pour vraiment qu'ils se tirent la bourre entre eux. Il y en a plein qui me disent « Ouais, mais on aimerait la faire aussi. » Non, je veux qu'elle soit consacrée aux jeunes et voilà, qu'ils aient leur course à eux. Et du coup, qu'on a baptisé le lièvre. Voilà. Le lièvre, et puis il n'y a plus de lynx alors.
Ah si, c'est 12 km. Ah, il existe quand même. Chronologiquement, ça fait le D'accord. lièvre 8 km, le lynx 12, le chamois 25 et le sanglier 42. D'accord, le lynx existe toujours. Ouais. Et ça aura lieu quand cette année? Alors, 2025, la prochaine édition, elle aura lieu le dimanche 8 juin. Le 8 juin, on a un site internet pour ça. Bien sûr, page Facebook, Instagram, et puis le côté, on va dire, très sympathique de cette course, c'est qu'en fait, il se déroule autour du plan d'eau de la Léria, qui est juste à côté. Donc il y a un endroit super sympa, et le départ arrivé se fait à cet endroit-là. De la bouffe locale, un collègue qui vient, qui fait toujours de la super bonne bouffe, des bons ravitaillements, de la bonne bière. Je suis passé à côté de ça. Faudra venir sur la prochaine édition. Je mettrai tu verras, sur c'est cette très dossier en chouette, fait, mais Oui. si je suis dispo avec grand plaisir en tout cas. Ouais. Mais ouais, en fait la difficulté pour moi et peut-être pour certains aussi qui viennent sur des courses en fait pour découvrir, tu vois, je viens découvrir la région, je vais découvrir tout ce que tu nous dis en fait, hein, c'est ce terroir, ce territoire. Mettre les en avant points de vue. tu vois, le secteur, le village, la commune, les sentiers qu'on peut avoir par ici. Ouais, Tu dis, le terroir local, tu vois, je marche qu'avec des partenaires locaux, que ce soit pour la bière est locale. C'est laquelle? La bière de l'Étincelle, la brasserie de l'Étincelle, qui avant le brasseur était justement au Poisa. Ah, c'est Et encore bien ça. il a voulu du coup agrandir son activité. Le bâtiment était plus assez grand, maintenant il est à Nantua, donc la brasserie de l'Étincelle. Ah, ok. La très bonne bière artisanale. Pour ce qui est de la nourriture, c'est mon ami d'enfance, la boucherie Maduli qui est à Nantua, qui fait la restauration à l'arrivée de la course. Donc c'est des hamburgers pulled pork, tout ça. Il met des plateaux de charcuterie à l'arrivée. Le fromage, c'est du fromage du comté, pareil, qui est du coin, avec le fromage et du village. Donc voilà, j'essaie aussi de soutenir un peu tout ce côté local, et des fois il y a des gens qui viennent, on va dire, d'assez loin, et ça leur permet de découvrir, on va dire, un peu de ce qu'il y a dans le secteur, quoi. Prenez rendez-vous le 8 juin, ouais. Mais ouais, moi ce que j'allais dire, c'est ce qui m'enquiquine entre guillemets, pour être poli, c'est que quand tu fais une course, je m'adosse, je peux pas m'empêcher de me... C'est quand même dingue ça. Ouais. On est con, pardon, enfin je suis con. J'ai envie de faire non, pas une course pour le coup. J'ai envie de découvrir, de venir, mais c'est plus fort que moi. Je vais à la dernière fois, j'en arrivé. Elle t'écoute? Va à ta place. Elle t'écoute, c'est bien. Parce que moi, je lui dis rien. Ouais. Elle est un peu envahissante. Ah non, mais je te fais un quart d'heure que je me prendais les cheveux, que je fais les câlins à ton chien, à ta chienne. La femme avec Jean 12. Ah bah, je vous la laisse en pension aussi. Ah ouais, non, bah, Elle passe partout. Fais attention à ce que tu dis. On a perdu notre chien l'année dernière. Je peux te dire que ça fait un trou dans la famille. Ouais, les enfants qui s'en vont déjà, et puis après le chien, il reste plus que le chat. Mais tout notre amour tous les deux avec le chat. Bon, heureusement, on s'aime tous les deux. Hein, mais c'est vrai que ça prend de la place, ces petites bêtes, hein, quand même. Enfin, petite, plus ou moins petite d'air. Mais la dernière fois, pour revenir, c'était au lac de Voulan, tu vois, cette course qui est super. Je lui dis, je vais la faire, génial, plaisir, mais c'est plus fort que moi. Mais bien sûr. Je me tape. Quand t'as un instinct de compétition, c'est toujours un peu comme ça. T'as un jeune qui est là, qui est derrière toi, qui est en train de remonter, et tu dis, bon, alors lui, il va me doubler, je vais le laisser, puis il va reprendre. Et et là, tu te fais mal. Justement, tu vois, j'étais un peu comme toi, et c'est vrai que j'ai participé, du coup, un peu plus de courses relax, entre guillemets. T'as réussi? Où j'ai fait guide 2 fois pour Nicolas. Ah, très bonne. Et au mois de juin aussi, j'ai participé au duo étoilé avec un ami. Et du coup, en fait, quand il va accompagner avec quelqu'un d'autre qui a un niveau, entre guillemets, un peu inférieur au tien, c'est ça. Tu restes avec lui et tu partages ta course avec lui. Et en fait, entre guillemets, tu vas pas dire, je vais pas le décrocher, je vais pas le laisser tout seul sur sa course. Et vous faites course commune, et c'est comme ça, j'arrive à sortir un petit peu de ce côté compétition. Et il te dit pas, en fait, mais vas-y, je suis en train de te traîner avec moi. Parce que comme dit Laurence, moi j'ai déjà fait les Templiers avec elle, des choses comme ça. Mais tu sais, culpabilise presque l'autre qu'avec toi. Il disait, en fait, non, tu fais pas ta course. La situation était différente, parce que pour Nicolas, j'ai été 2 fois guide, donc j'ai le choix de rester avec lui. Puis le duo étoilé, c'est une course en duo, donc tu dois rester ensemble. Donc c'est sympa aussi de sortir un petit peu de ce contexte compétition et reprendre du plaisir, tu vois, le plaisir des gens sur le bord de la course. Tu pourrais pas faire une comme ça en duo Ça pourrait être une idée, ça pourrait être une idée. Comme ça me challengerait à ne pas avoir un rythme à la noix ou ce ou alors ton corps trouver quelqu'un avec qui tu veux courir, c'est vrai que ça peut être sympa aussi. Bon, dans Objectif Finisher, s'il y en a parmi vous qui dit, tiens, 8 juin, j'ai envie de venir, et c'est tu te mets à mon rythme, bon, ok, challenge. Et finalement, c'est bien cette challenge-là aussi, t'as bien raison. Merci de me le rappeler, Mathieu. Rendez-vous le 8 juin. Merci de m'avoir accueilli.
Non, plaisir, mais merci pour ce partage, cet échange. Je surveille tu vois, là, le soleil qui commence à un petit peu se réchauffer. un peu là. Il est temps de chausser les chaussures pour tous les deux là. Ouais, on Les peut faire running. un petit tour sur les crêtes. On peut passer par le lac aussi. Ouais, bien sûr. En plus, il est gelé là, en plus, actuellement, donc on va passer à côté, ouais. Fais gaffe, parce que tu sais, moi, quand t'es là, qu'est-ce que je fais? Je casse la glace et je me mets à poil dedans. Enfin, à poil. Là, tu peux essayer, mais ouais, elle doit être quand même bien fraîche. Ouais. Ah non, mais ça, c'est pas un problème. Moi, ça me gêne pas non plus, j'y crains pas. Tu crains pas? Non, j'ai assez fait, que ce soit à l'armée ou c'est qu'on sautait. Ouais. Puis même encore aujourd'hui, ça m'arrive au mois de mai-juin quand je vais en montagne, en altitude, t'as encore des lacs gelés. Ah oui, d'accord, ok. Ah non, je peux te montrer, j'ai quelques vidéos en Beldon il y a 2 ans où je suis allé, où il y avait encore la glace, le vol devait être à 3-4 degrés. Ouais. Mais non, ça va, j'y crains pas. Allez, vendu, on y va. C'est parti.